Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef en compagnie aujourd'hui d'Éric Trochon. Je suis très heureux de lui donner l'occasion de partager avec vous son histoire et sa vision, car le chef Éric Trochon est plutôt discret, mais son parcours est remarquable, signifiant, et il continue d'écrire sa ligne de cuisine sans forcément chercher la lumière. Meilleur ouvrier de France, chef étoilé aujourd'hui, sa réputation est incontestable et Solstice, son restaurant du 5e arrondissement de Paris, a conquis sa clientèle depuis un moment. Mais pour en arriver là, Éric Trochon n'a pas fait comme les autres. Non, sa carrière à lui n'a pas été linéaire, car au lieu d'enchaîner les expériences en restaurant et d'écrire comme la plupart de ses confrères son ascension, il a pris en plus quelques chemins de traverse. Explorer la cuisine par bien des aspects, c'est ce qu'il a fait. Et je voudrais que vous entendiez en premier lieu l'histoire d'un jeune homme qui s'engageait pour l'excellence, fasciné par la médaille de meilleur ouvrier de France, et qui à 16 ans s'est détourné de son rêve suite à une mauvaise expérience. Je voudrais que vous entendiez ici l'histoire d'un chef qui aurait pu ne pas avoir cette carrière s'il n'avait pas su tenir et rebondir. L'histoire aussi d'un chef qui s'est amusé de ses déviations finalement pour apprendre sur sa discipline autrement. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et vous allez entendre ici l'histoire d'un homme agile et volontaire qui n'a jamais lâché l'évidence de sa passion, mais l'a emmené sur de nombreux terrains de créativité. On va parler photo, marketing, on va parler édition, stylisme, on va parler mode ou restauration collective, car avant d'être un mof et un chef étoilé, il a à peu près tout fait sans qu'on ne sache son nom. Alors voici l'histoire d'Éric Trochon. Juste avant de remonter le fil, et pour qu'on découvre votre histoire et comment vous avez écrit votre parcours, si vous regardez votre cuisine aujourd'hui et si vous devez la présenter, si on parle par exemple de Solstice, mais pas que forcément, mais en tout cas votre cuisine à vous telle que vous l'envisagez, vous la décrivez comment aujourd'hui ? En fait, mon meilleur ami qui est indien, Brahmal, m'a donné une phrase de Gandhi qui dit ma maison est ouverte à tous les vents du monde et toutes les influences, mais aucune d'elles ne me renversera. C'est-à-dire que ma cuisine est ouverte à tous les vents du monde, mais le cœur, ça reste la tradition française, dans la technique et dans les accords et dans ce que représente la gastronomie française pour la gastronomie, pour la cuisine occidentale. Pendant longtemps, j'ai dit que, je le pense toujours d'ailleurs, que la gastronomie française, c'est la grammaire de la cuisine occidentale. Il y a deux grands blocs de cuisine, Eastern cuisine avec la cuisine chinoise et Western cuisine avec la cuisine française, qui sont toutes les deux les grammaires, en fait, de ces deux grands blocs de cuisine. Et quand on regarde ma cuisine aujourd'hui, c'est une cuisine qui est beaucoup plus apaisée avec le temps qu'elle n'était quand j'ai commencé. Elle est beaucoup plus équilibrée, mais elle est très empreinte de l'ensemble de mes voyages et de mes amours, de mes rencontres avec l'Asie, l'Inde, comme je viens d'en parler, et ma femme est coréenne, le Japon qui a été vraiment un choc pour moi culturel très important, le Vietnam que j'adore, enfin vraiment Sud-Est Asie. Donc tout ça participe de cette cuisine, mais en même temps, j'ai un amour viscéral pour le terroir français, la gastronomie française, la cuisine classique française. Mon histoire, j'ai commencé à 15 ans à Ferranti, sur des bases extrêmement solides, et tout ça, ça me sert aujourd'hui. Il y a une colonne vertébrale et il y a des choses qui des influences qui l'ont petit à petit imprimé. On va essayer justement de scanner un petit peu la manière dont vous vous êtes construit. Si on remonte le fil au tout début de votre histoire, dans quel environnement vous avez grandi ? Ça ressemblait à quoi les premiers temps de votre enfance ? Deux côtés très très différents. Un papa chercheur, physicien en physique nucléaire, et une maman expert comptable.
et des grands-parents d'un côté dans l'administration EDF et de l'autre des restaurateurs Bougnat, 3e génération à Paris. D'un côté des gens que je voyais quasiment jamais parce qu'ils étaient toujours en train de travailler, et de l'autre une grand-mère parisienne. On est parisiens depuis 10 générations, alors effectivement avec un tout petit bout d'auvergnat dedans. Et plutôt entouré de très bonne cuisine. Et moi, aussi loin que je me souvienne, j'avais des avis sur ce que je mangeais. Trop chaud, trop froid, trop salé, trop sucré. Enfin. Mais qui cuisinait? Alors, beaucoup mon papa. Ma maman travaillait énormément. Et mon papa cuisinait quand il rentrait, parce qu'il rentrait un petit peu plus tôt. C'est pas toujours très fameux, mais c'est lui qui cuisinait au quotidien, et ma maman cuisinait le dimanche. Et on mangeait quoi alors? Est-ce qu'on avait des plats et des choses qui sont très identifiables, très marquées? Alors la semaine c'était cocotte Seb, donc mettait tout dans la cocotte, il fermait le couvercle, il mettait le pchit et c'est déjà pas mal, parce qu'il y a plein de papas qui en faisaient peut-être pas autant, mais et ensuite on avait bain, douche, etc. Ouais, et le fameux tunnel quoi. Ouais. Voilà, et quand ça sifflait, c'était cuit. Donc ça c'était papa, et maman par contre le week-end là ça rigolait plus du tout, c'était Saint-Jacques à la normande, côte de bœuf, des sauces. Là c'était maman qui cuisinait. C'était quoi le week-end? Il y avait un petit côté bon, c'est bon, ça suffit maintenant, c'est moi qui prends le relais. Non, il y avait le côté repas familial ouais. du dimanche midi, très sérieux. Là ça rigolait pas du tout. D'accord, tout le monde était autour de la table et ça prenait du temps. Et ça prenait le temps qu'il fallait pour manger très correctement, passer du temps ensemble, parce qu'effectivement la semaine c'était un peu la course quand même. Donc aussi loin que je me souvienne, on a beaucoup cuisiné à la maison. Et une grand-mère super au niveau de la cuisine aussi. Et vous, du coup, très jeune, vous avez ce sentiment de savoir, en tout cas de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas? Alors, oui, c'est ça. J'ai le sentiment dans ce que je mange, d'être très discernant sur ce que je mange. Mais vous le dites à ce moment-là? Non, vous le faites et puis j'ai pas vraiment conscience de ça avant 7-8 ans. Et à 7-8 ans, j'ai envie de devenir cuisinier, en fait. Ah oui? Mais alors ça vient d'où? Bah, je sais pas. L'amour du goût, et une fascination pour les casseroles, les trucs. Tout seul, ça vient comme ça. Parce qu'autour de vous, bon, ça cuisine, certes, mais bon. Bah, ma grand-mère était chef, restauratrice, au Pont de Charenton, au Grand Albert Ier avant la guerre, et après la guerre. Donc, beaucoup d'attention à ce qu'on mange. Et on mange pas n'importe quoi. Beaucoup d'attention. Mais non, je sais pas. Écoutez, je sais pas. C'est comme ça. Un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire de la cuisine. Et ça ne va jamais vous lâcher? C'est de pire en pire. Ah ouais. Non, c'est-à-dire que c'est un truc de fou. Donc, dans ma carrière, ça a été une grosse bagarre avec mon père au départ. Il voulait pas que je quitte le collège en fait. Ouais. Et on a fait un petit bras de fer ensemble en 4e. Je lui ai dit, je veux faire un apprentissage. Il m'a dit, il est hors de question que tu fasses un apprentissage. Oui. Tu vas jusqu'au bac. Parce que si jamais un jour tu veux faire demi-tour, à l'époque, l'époque n'était pas aussi propice au changement de cap. Ouais. On sortait en 5e, en 4e. Ça n'existait pas, faire les la marche changements. arrière, Ouais. c'était impossible. Ouais. Il m'a dit, tu vas jusqu'au bac. Je lui ai dit, j'irai pas jusqu'au bac, je vais partir en apprentissage. Il m'a dit, bon, d'accord. Je n'étais pas un élève surdoué, mais j'étais correct. Et puis d'un seul coup, la moyenne est passée de 13 à 8. Et à 8, on a commencé à ouvrir les négociations. Et il m'a dit, bon, écoute, d'abord, faut savoir si tu t'es prêt à ça. J'avais 15 ans, donc c'était quand même pas facile. Et 2 étés de suite, j'ai fait des stages, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Ouais. Oui, parce que là, il n'y a pas de formation engagée, rien du tout. Enfin, c'est en 78, 79. 1978, 1979, premier stage dans une pâtisserie, rue Saint-Honoré, et là, Zola, vraiment. Les apprentis dans les chambres, au dernier étage, enfin, une hygiène bof, des coups de gueule. J'étais indécis, j'avais envie de travailler dans alors, cuisine ou pâtisserie, j'étais pas encore très décidé. Donc, là, ça doit pas être très engageant pour le coup quand on découvre un truc. Pas très engageant. Mon père, alors lui, du coup, mon pauvre papa, ça l'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un métier d'esclave. Et à ma demande, l'été suivant, deuxième round. Donc vous lâchez pas. Et il me lâche. Non, il me lâche pas. Mais vous non plus, vous lâchez pas, non, parce que vous auriez pu vous dire bon, enfin, ça m'a refroidi. Vous avez pas été refroidi, quoi.
Non, j'ai pas été refroidi. Et deuxième été, 2 mois à la Pérouse. Là, j'avais tout juste 15 ans. Et gros coup de foudre. Vraiment gros coup de foudre. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui... Le chef, incroyable, qui s'appelait Yvon Rouillec à l'époque. L'ambiance, les casseroles, ça fume, ça sent... C'était très classique, je me souviens, il montait genre 3 litres de béarnaise, 3 litres de hollandaise, du beurre blanc. L'ambiance, les odeurs, ce côté vieille maison qui sent un peu qui sent un peu le vieux, mais en même temps il y a des plats en argent, ça m'a complètement fasciné. Institution pour le coup. L'institution. Ouais. Et je me souviens le premier jour, mon père m'amène. Moi, j'avais 15 ans, j'étais hyper timide, je regardais tout le temps mes chaussures, jamais les gens en face. J'étais tellement timide. Il m'amène le premier jour, et la Pérouse, la cuisine était au fond du bâtiment, et il fallait traverser la plonge. On traverse la plonge, on arrive dans la cuisine, très impressionnant. Ouais. Et lui-même était assez impressionné en se disant, je vais laisser mon gamin là, ça va être compliqué. Bon, il pensait peut-être aussi, il va prendre une deuxième claque, il va arrêter. Et puis ça s'est plutôt bien passé. À la fin du stage, il a dit au chef, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et la théorie de mon père, c'est pas de bac, ok, mais fais une école, quoi. Pars pas en apprentissage. C'est vrai que j'étais un petit piou-piou aussi à 15 ans, on est quand même pas grand chose. Et le chef lui a dit, écoutez, il y a 2 écoles, il y a l'école Médéric s'il veut faire du service, et il y a Ferrandi s'il veut faire de la cuisine. Et moi je vous conseille de l'envoyer à Ferrandi. On a fait les portes ouvertes à Ferrandi. Ils m'ont posé des petites questions à l'époque assez benoîtes, différence entre ail échalote, oignon échalote. Bon. Moi, je comprenais pas trop où ils voulaient en venir parce que ça me semblait tellement évident que... Voilà, sélection. À l'époque, Ferrandi fermait une journée. Il y avait 800 candidats et il y avait 80 places. Oui. Ça, c'était la grande période de la cuisine. Non, ça rigolait pas du tout. Donc, outre la lettre de recommandation, il fallait quand même rentrer. Donc on passait quand même les sélections à l'époque. Et puis je suis rentré à Ferrandi, voilà. Et là, ça vous parle? Il y a toujours pas ça reste une évidence? Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous rentrez dans cette école? J'adore, en fait, j'ai un gros coup de foudre. Ah oui. J'ai un gros coup ça de se foudre. confirme, quoi. Chaque step confirme. Chaque step et en plus, à Ferrandi, je tombe, sur des gens extraordinaires. Mais vraiment. Et ça a été... Des profs, vous voulez dire? Des profs. Formidables. Moi, j'arrivais d'un lycée, sympa, mais avec des gens, un peu, école, pas très ouvert d'abord sur les métiers manuels, pas du tout. À l'époque, il y avait les CPA, CPAM, CPPM. C'est genre les rebuts de la société. Donc, dès qu'on disait qu'on voulait faire un métier manuel, oulala, prof de français qui arrivait de Louis le Grand, qui était normalien, enfin bref. On comprenait rien à ce qu'il nous expliquait, enfin. J'étais un peu désintéressé, faut être tout à fait honnête. Je lisais énormément. Je dévorais les livres. J'ai toujours une grosse culture des livres. Mais tout ce qui se racontait en classe m'intéressait pas. Ouais, c'était pas là que ça devait se passer. Je sais pas. Après, c'est des signes, peut-être, je sais pas. Enfin, et gros coup de foudre là à Ferrandi, des gens extraordinaires, prof de français incroyable, Jean Coulodeau pour pas le citer, qui est un homme phénoménal, qui a marqué, je pense, toute une carrière de jeune, qui d'un seul coup disait, on est dans un lycée technique, mais il faut de la culture. Il faut de l'éducation, il faut de la culture, et il n'est pas normal que dans ces métiers techniques, les gens n'aient pas un minimum de culture. Ça, on sent que c'est quelque chose qui vous habite pour le coup, parce que quand vous le dites et quand vous le recitez, en l'occurrence, vous sentez que ces valeurs-là, on sent que ces valeurs-là, elles sont encore aujourd'hui en vous. Alors, elles sont encore en moi, et elles se confirment chaque jour quand j'embauche les gens dans mes équipes. On se rend compte que l'éducation ne ment jamais. Quelqu'un qui est éduqué, alors c'est peut-être un terme un peu vieillot, mais dans l'éducation, il y a pas mal de choses. Il y a la culture, le savoir-vivre, des valeurs, et ça ne ment jamais, en fait. Dans l'étape ensuite, quand les choses deviennent un petit peu dures, les gens, quand ils ont un minimum d'éducation, ça fonctionne plutôt bien. Quand on a affaire à des gens, le terme intelligent, c'était peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que
Je vois aujourd'hui, dans ces métiers qui sont les nôtres, l'éducation fait toute la différence. Ouais. Ça a une importance. Il s'agit pas que de la matière et de la technique et du savoir-faire, mais il y a aussi la manière dont on l'aborde et comment on se positionne par rapport aux choses. Absolument. Donc ça, vous le comprenez à un moment à cette école avec notamment ce genre de rencontres qui font comprendre qu'en fait, on peut nourrir sa cuisine de beaucoup d'autres choses finalement et qu'il vaut mieux le faire d'ailleurs. Et qu'il vaut mieux le faire. Et surtout, ça a imprimé en moi cette idée que on peut être un maître artisan en fait. C'est-à-dire, on peut être un artisan, que ce soit artisan du goût comme nous, ou artisan du cuir, ou artisan de la boulangerie, et être quelqu'un de cultivé, éduqué, et que c'est pas un sous-métier, et qui a une forme. Alors, j'aime pas parler d'élite, mais en tout cas on peut être gravir socialement des échelons et arriver à un moment où on est équilibré. Il y a aucun complexe à avoir vis-à-vis des gens qui ont fait des études supérieures ou qui sont partis sur ingénieur ou autre. Voilà. C'est marrant parce que cette phrase aujourd'hui, elle peut paraître évidente parce que en 2025 et notamment grâce, pour le coup, c'est un truc qu'il faut rendre à la médiatisation de ce métier et certainement à la télévision. Aujourd'hui, les métiers de bouche et en tout cas le métier de chef, par exemple, il est plutôt valorisé. Il est en tout cas beaucoup moins déconsidéré qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années. Néanmoins, ce discours-là, il est encore pas facile à faire comprendre, en fait, que socialement, on peut être grand, intellectuellement, culturellement, on peut être grand, même si on fait par la main. C'est encore quelque chose qui est pas complètement assimilé, je trouve. Non, c'est pas assimilé. Après, ça, à l'époque aussi, être chef, c'était quelque chose. Hein. C'était après les 30 Glorieuses. La gastronomie, elle est le fruit de son époque, hein, toujours. Je veux dire, Escoffier, c'était l'aristocratie bourgeoise, industrielle d'avant-guerre. Les chefs propriétaires, c'est les 30 Glorieuses. Donc on était à la fin des 30 Glorieuses. On parlait beaucoup des chefs. C'est juste les médias qui changeaient. Il y avait beaucoup de journaux. Il y avait Goemio Magazine qui était très important à l'époque. Il y avait Cuisine et Vins de France qui était très important avec Ferniaud à l'époque. Et Ferniaud, je veux dire, c'était écrit, les critiques culinaires étaient divinement écrites. Enfin, c'était de la littérature. Enfin, donc il y avait des chefs hyper médiatisés. Le côté grand chef existait encore. Oui. Pour m'être baladé pas mal dans d'autres civilisations, on se rend compte qu'il y a qu'en France que les chefs ont atteint ce niveau de notoriété et de reconnaissance. On l'a un petit peu au Japon, mais les chefs sont tu connais, ils sont des artisans. Ils ont pas voix au chapitre dans les choses importantes. Donc, Vous étiez nourri par quoi à ce moment-là? Parce qu'on se parle justement des influences de ces chefs qu'on pouvait voir à l'époque et qu'on pouvait voir, dans les magazines, dans la presse. Est-ce que ça vous inspirait? Est-ce que vous vous projetiez ou c'était pas des modèles qui vous inspiraient particulièrement? Alors moi, j'avais un autre gros coup de cœur. Donc j'ai commencé Ferrandi et on va au mariage d'un ami de mon papa à l'auberge du Grand Condé à la Ferté-sous-Jouarre. Et le chef était Moff. Et sur un des murs de la salle, il y avait tous ses diplômes en fait. Bon, il était diplômé de tout, de l'académie culinaire, de meilleur envoyé de France. Enfin, ça m'avait tellement impressionné ce monsieur, voilà, qui avait une forme un parcours, une reconnaissance, qui avait des diplômes, et j'étais très très impressionné par cette notion de grand chef. Ça m'avait s'appelait Monsieur Tingot, je crois. Et il était Moff, et à la fin du repas, il est venu nous voir avec son col. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est quand même... Imposant. Une bonne brioche, enfin, veste blanche, très ancien régime, comme on porte encore aujourd'hui avec les 2 rangées de boutons, le col bleu, blanc, rouge. Oui, ça avait de la gueule, quoi. C'était chouette. Mais quoi, vous êtes dit, à ce moment, j'aimerais bien, ça me dirait bien? Parce que là, on sent alors, que ça on vous se dit a pas quand ça même... exactement comme ça, mais on est un peu fasciné quand même. Ouais. On est un peu fasciné. Comment elles vont se dérouler ces années à Ferrandi, justement? Parce qu'on sent que là, vous avez trouvé un peu votre ligne et que... super bien. Ça va tracer. Super bien. Après, c'était 2 années de bonheur. Ensuite, il faut sortir. Et à la sortie, quand même, grosse claque. Avec la réalité? Avec la réalité, puisqu'en fait, alors, il faut dire aussi que mon papa était quand même assez avisé, c'est qu'il m'avait mis dans une formation en temps plein.
J'étais pas en apprentissage, en fait. Ah oui. J'étais en temps plein. Donc, à fond dans l'école. À fond dans l'école. Jusqu'à ce qu'on en sorte. En alternance, une semaine d'enseignement général, une semaine de cuisine, une semaine d'enseignement. Non, vraiment de la cuisine tout le temps. Mais à l'école. Mais à l'école. Un stage entre les deux où je suis parti à Nice. Pareil, c'était une belle découverte. Maison pas facile, à Gatière, dans la répé niçois. Un vieux chef cuisinier qui nous ménageait pas. J'étais un peu perdu, mais bon, c'était que 2 mois, donc je me suis un peu accroché aux branches. Mais la sortie, ça a été compliqué. Qu'est-ce que vous découvrez qui fait que justement la réalité est un peu moins facile à appréhender que ce que vous imaginiez? Et la première chose, je me retrouve chez Francis, place de l'Alma, dans une grande brasserie. Je n'avais même pas encore mon examen en juin. Quelqu'un qui est venu me chercher en me disant voilà, il y a une place. Moi, je voulais travailler et donc j'ai dit ok, j'y vais. Je savais même pas si j'avais encore mon CAP, mon BEP. Hein, on n'avait pas les résultats. Et vous projetiez pas dans un type de restaurant plutôt qu'un autre? Je me projetais pas dans un type de restaurant plutôt qu'un autre. Et c'était super. C'était un chef que j'admire, qui est encore vivant, qui est un monsieur extraordinaire, maître cuisinier, Joël Boileau, un homme extraordinaire. Ça se passe super bien pendant 7-8 mois. Et puis, mésentente avec le patron, propriété de la maison Richard, hein, les frères Richard, les cafés, vins et charbon. Et mésentente avec le propriétaire, il quitte le restaurant. Et là, d'un seul coup, arrivé d'un nouveau chef, plus du tout la même ambiance. Monsieur Boileau est un chef extrêmement pédagogue, il a formé plein de chefs derrière. Il avait une écoute par rapport aux jeunes. C'était dur, mais il y avait une vraie attitude de pédagogue. Et là derrière, ouah, catastrophe. Je quitte le restaurant, je me retrouve dans un petit truc scrofuleux rue du Montparnasse qui s'appelait le Falstaff, qui n'était pas encore un bar à bière, mais qui était une espèce de pub bizarre. Et là, c'était la catastrophe. Je suis terrible. Grosse dépression. Et je me dis non mais c'est pas possible. Je suis entouré de crétins. Je peux pas continuer ça comme ça. Mais qu'est-ce qui vous déplaît ou qu'est-ce qui coince? C'est quoi? Tous les horaires de travail, l'attitude des patrons, la médiocrité des gens avec qui j'étais, globalement. Et cette confrontation à une réalité qui n'est pas celle des grandes tables, justement, qui est celle du restaurant basique qu'on peut côtoyer quand on a 16 ans. J'avais 16 ans, hein. Ouais. J'ai eu mon CAP à 16 ans, donc j'avais 16 ans. Un petit peu problématique avec mon milieu social aussi. Enfin, je comprenais pas. J'étais vraiment entouré de crétins. Et là, j'ai dit bon, il faut que je réagisse. Et j'en parle pas à mon père, mais l'après-midi à la coupure, je vais me renseigner pour passer un bac en fait, en cours du soir. Parce que mon père m'avait toujours dit, il faut aller jusqu'au bac, tu le regretteras. Bon. Ouais, et puis devant l'expérience un petit peu douloureuse, on se dit, peut-être que. Papa, il avait pas tort. Et changement de pied, je réussis à intégrer Victor Duruy aux Invalides, au Greta de la ville de Paris. Et là, je suis obligé de quitter la restauration traditionnelle et je rentre dans la collectivité. Tourgane à la Défense, 1200 couverts service. On cuisine avec des produits extrêmement médiocres. Je me souviens, les matières grasses, ça s'appelait lardelle. C'était du lard de cochon désodorisé parce que ça coûtait moins cher que l'huile. My God. Enfin, lardex, ça s'appelait, oui. On cuisinait avec des matières grasses de très bas de gamme. On utilisait des produits surgelés. Et je racontais ça de temps en temps quand je rentrais le week-end à mes parents. Je disais, on a fait 3 poubelles de couscous, 250 litres de bouillon et 3 poubelles de couscous graines. C'était une autre expérience. Mais voilà, je commençais le soir à 18h aux Invalides jusqu'à 22h. Et le samedi de 9h à 15h. Donc je travaillais le matin de 7h30 à la Défense jusqu'à 16h. À 16h, je prenais le métro, je rentrais chez moi, je prenais une douche, je prenais mes affaires et je partais Victor Duruy. Pendant 2 ans. Ouais. Et c'est assez impressionnant parce que premier cours il y avait pas assez de place dans les classes. Il y avait plus de 200 personnes. Ouais. Et au bout de 2 ans, on a été 8 à être présentés au bac, en fait. Ah oui, ça fait un petit écrémage.
Ben parce que arrive l'hiver, les gens viennent plus, Et viennent oui, moins, oui, puis il décrochent. faut être, ouais. Il y a des partiels, donc on a des devoirs à rendre. Des Vous avez choses. tenu. Je suis incapable de m'expliquer pourquoi, ni comment j'ai tenu, mais j'ai surtout rencontré aussi là, dans les marges, des gens extraordinaires, des profs incroyables. Et vous Profs de le français. disiez sur l'instant? Vous en aviez conscience sur l'instant? Ouais, sur l'instant, ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. Qui nous ont permis de développer de l'amour pour la littérature, de l'intérêt pour les maths. Moi, les maths m'ont toujours un peu, au grand âme de mon papa, qui me faisait faire des mathématiques et de la physique, je comprenais rien du tout. Non, enfin, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui donnaient des cours dans les prisons, qui avaient des expériences de pédagogie assez incroyables. On était un peu les rebuts, on était dans les greniers du lycée Victor Duruy, on croisait pas les élèves en fait, parce que nous on arrivait quand eux partaient. Ouais. Et on était un peu, voilà, c'était les Greta de la ville de Paris, mais chouette quoi. Et là, des grosses belles amitiés avec des gens incroyables dans des métiers complètement différents du mien. Il y avait un chauffeur de ministre, il y avait deux vendeuses, il y avait enfin des gens Ouais, de tous horizons, ouais. tous horizons. Et vous avez fini par aller au bout à 8. Voilà, et j'ai eu mon bac, bac B économique et social. Ça m'a permis de remonter en selle un peu aussi, de me dire bon, Quoi, c'est rassurant. c'est rassurant, voilà. Et là du coup, je suis passé du self-service à la salle à manger de direction. Où je pouvais m'exprimer plus facilement en termes de gastronomie. Mais ça, c'est pas le bac qui vous a permis de le faire. Non, c'est pas le bac, c'est mes compétences professionnelles en fait. Vous avez décidé d'aller voir ailleurs et... Non, c'est-à-dire que les gens avec qui je travaillais ont dit mais quand même, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ferais, s'il y a des places en club de direction, tu serais mieux en club de direction. D'accord. Donc je suis passé en club de direction et je suis parti comme ça, voilà. Et j'avais mon bac et là pour la première fois j'ai eu un doute, je me suis dit mais bon, c'est quoi la cuisine aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ? Et je me suis inscrit à Jussieu en psychologie. Rediscussion avec mon père. Tu vas faire la psycho en université, tu vas rien faire. D'abord, un psychologue, c'est pas un psychiatre. C'est pas un diplôme de médecine. Il y a beaucoup de gens sur les rangs, t'es pas sûr d'aller au bout. Tu m'as cassé les pieds pour faire de la cuisine. Ouais. Mais j'avais eu ce petit doute, puis en fait, je me suis jamais présenté à Jussieu. Et je suis retourné voir mes profs à Ferrandi. Et à Ferrandi, un de mes profs me dit « Ah ben, on ouvre une formation qui s'appelle l'École supérieure de cuisine. On veut former des chefs d'entreprise. » Et ça a tilté parce que j'ai le goût du challenge et de l'entrepreneuriat. C'est un truc qui est viscéral chez moi, j'adore. Mais vous proposez quoi, de l'intégrer ou de... Non, mais juste me dire, voilà, ça existe. D'accord. Non. Je réfléchis. Entre-temps, je peux pas rester sans rien faire. Je suis parti à Londres pendant 1 an, dans un restaurant français, où j'étais seconde cuisine. Dans quelle perspective ? Parler anglais, voir autre chose. Ouais. En plus, j'avais une belle expérience de cuisine, donc j'étais pas un commis. À l'époque, faut quand même considérer que on était commis, on était payé au lance-pierre. Ouais. Moi, je suis arrivé à un poste de seconde cuisine quand je gagnais très très bien ma vie. En étant très jeune, de fait. En plus. Étant jeune, ouais. Je gagnais très bien ma vie. Et puis j'ai fait ça, et en même temps, j'ai postulé à l'École supérieure de cuisine française. Et là, pareil, très belle rencontre, directeur de Ferrandi qui s'appelait Monsieur Roman, qui était un homme exceptionnel, qui le premier avait flairé cette idée que il fallait sortir cette génération d'artisans ouvriers du n'importe quoi. Et avec des grands chefs de l'époque, il a créé cette école, qui était une école, on était 6 mois en alternance en entreprise et 6 mois à l'école. D'accord. On avait des workshops, des démonstrations de chefs, les chefs de l'époque en démonstration pour nous. C'était Trois Gros, c'était Robuchon, c'était les grands de l'époque, Rostand, Chabran, Lameloise. C'est pas rien. Non, c'était incroyable d'avoir accès comme ça. Ouais. On avait 2 heures de démonstration et à peu près 1 heure de discussion avec eux sur leur histoire, leur parcours, comment ils étaient devenus chefs restaurateurs pour certains. Quelques anciens, il y avait Clécienne, des gens donc différentes générations, différents profils. Guy Leguet du Ritz était venu aussi. Et on était 12 très petites sections, donc on était entre cuisiniers et on parlait avec eux. C'était assez extraordinaire. Ouais, hyper enrichissant. Ouais. Comment vous allez sortir de ces années en fait où vous êtes dans la formation finalement là, vous apprenez, vous inspirez, je pars chez Lameloise. Vous apprenez. Ah oui. Grosse claque aussi. Toujours une belle rencontre. J'adore Jacques Lameloise. Moi, c'était avec Jacques Lameloise, hein, donc j'étais un petit peu plus, hein, j'étais personne pour lui, mais toujours une attention, un petit mot.
pas facile, des coups de gueule. Et à l'époque, il était avec sa maman, qui s'appelait Simone, ils s'engueulaient au pass. C'était très drôle. Pour nous, on était derrière. Ouais, ça devait C'est être très familial. En même temps, la brigade, elle faisait, je sais pas, 25 personnes ouais. mais c'était extraordinaire. Maison extraordinaire. J'arrive là-bas. Moi, j'avais dans ma tête, grand chef, machin. Je regarde la cuisine, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est tellement simple. C'est pas de la cuisine. Enfin, c'est des choses archi simples. Genre quoi? Qu'est-ce qui vous... La simplicité des après. Il y avait des ravioles à l'époque, ravioles d'escargot avec un petit bouillon à l'ail. Il y avait une poularde en vessie, enfin un pigeon en vessie plus précisément avec une sauce albufera. Des choses, je me disais, ça casse pas trop patin un canard quand même. Enfin, c'est Sur le papier. Sur le papier. Et un jour, je vais manger. Je pense que c'était Monsieur Lamelloise qui m'avait invité. Et on mange en salle. On était 2 avec un autre commis. Et là, énorme claque, en fait. Énorme claque, parce que d'un seul coup, ce qui me semblait être une simplicité biblique, s'est avéré être une cuisine extraordinaire. Cuisine de produits, assaisonnement juste, raffinement, équilibre. Vraiment la grande gastronomie. Et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui, et je le constate aussi chez les gens, les jeunes avec qui je travaille, on arrive, on veut foutre du gingembre partout, on veut que ça fume, on veut que ça poudre, on veut que ça... Et puis en fait, qu'il est difficile de faire simple. Hein. C'est vrai que c'est... Ah, mais c'est dur de monter au front avec peu de choses. Et puis souvent, en fait, derrière un bouillon, il y a un engagement qui est autrement plus impliquant que juste l'idée de... Voilà, ça peut prendre... surtout des produits incroyables. Ouais. La poularde, pigeon poularde de Bresse, champignons du Morvan, les Saint-Jacques arrivés d'Erquy, 200 kilos par semaine, des légumes qui étaient juste à côté. C'était les cuisses de grenouilles de la Bresse. C'était extraordinaire, la Lamelloise. Extraordinaire. C'est là une de vos premières, finalement, confrontations, un petit peu appuyées, pour le coup, parce qu'il y a une forme de quotidienneté à une cuisine d'exigence, en fait. Même si, de fait, elle paraît simple sur le papier. Là, pour le coup, on se parle d'une grande gastronomie, là, en l'occurrence. Voilà, c'est mon premier vrai contact avec la gastronomie, en dehors des contacts de chef dans les workshops. C'est mon premier contact avec une gastronomie, avec de la vraie gastronomie française, en fait. Et vous vous dites que c'est dans ce rang-là que vous souhaitez vous inscrire, ou... J'y prends énormément de plaisir, surtout. Ouais. Alors après, je sais pas, on parle souvent de déterminisme, etc. Les choses sont pas arrivées exactement comme ça. C'est plus des sentiments. On se sent bien, quoi. Ouais. Et là, je me sentais bien. Je me suis fait plein de copains. On partait, on allait dans le Jura, on allait goûter du vin jaune. On allait dans la Bresse, chasser dans les Dombes, parce qu'il y avait des chefs de parti qui étaient chasseurs bressans. On allait goûter dans les caveaux à Meursault, parce que le sommelier avait ses entrées à peu près partout. Et d'un seul coup, on vit le truc à fond, et on se sent tellement bien. Et c'est tellement plaisant de travailler des produits de qualité. Ouais. C'est un vrai bonheur, en fait. C'est un vrai bonheur. En plus, on n'a pas de soucis. On compte pas. C'est pas notre argent. Donc, pour acheter les produits. Voilà, on est là, on travaille le meilleur, on baigne dans quelque chose qui semble naturel et qui sont les meilleurs produits, en fait. Et puis, j'ai appris énormément de choses, en fait. Énormément de choses sur la simplicité, énormément de choses sur la technique. Alors, apprendre des techniques, je veux bien le concevoir, je comprends. Alors, il y a des chefs qui montrent, des chefs qui montrent pas, peu importe. Mais finalement, par l'expérience, on finit par s'imprégner et comprendre des choses quand on se parle de technique. Mais quand on se parle d'une vision, d'une attitude, à savoir, par exemple, la simplicité, comment on apprend à faire simple, c'est quelque chose qui me paraît absolument dingue, moi. Qu'est-ce que vous voyez à cet âge-là? Surtout que c'est votre première expérience qui s'imprime et qui vous fait dire que, ah ouais, c'est une bonne ligne à suivre. Pas facile de faire simple. Non, c'est pas tellement c'est pas sur le fait que ce soit ça s'imprime pas comme ça, en fait. C'est un sentiment. On se sent bien. On sent que c'est vers là qu'on a envie d'aller. Ouais. C'est pas quelque chose qui il y a pas ce côté ouais, c'est ça que je veux faire. C'est pas du tout comme ça. Moi c'est très personnel, mais j'ai du mal à fonctionner comme ça. Je me laisse porter beaucoup, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne résonance ou pas? Est-ce que je sens qu'il y a une bonne résonance ou pas? Ça marche bien, ça fonctionne bien, ça me plaît, je me sens à l'aise, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et du coup, il y a une belle rencontre avec Jacques Lamelloise, des super collègues de travail, des coups de gueule, attention, hein, c'est pas la vie en rose non plus, hein. On se retrouve avec des caisses de champignons à faire, des écrevisses à châtrer, enfin bon, il y a du boulot, hein, c'est pas la rigolade. Mais ouais, on est bien, quoi, on vit le truc, on est bien,
on est bien. Je pars de là et je me dis j'ai envie de m'installer et de monter un restaurant et de faire valoir un petit peu ce que j'ai appris. Vous partez de là pour gagner cette indépendance-là? Pour gagner cette indépendance. Parce qu'on aurait pu se penser que vous auriez envisagé de rester si l'ambiance est bien, si vous vous sentez bien. Non, vous avez déjà envie de... C'était une période on a oublié un petit peu ça, mais c'était les années fin 80, 90, avec la notion de chef d'entreprise, les années tapis, quoi. Faut bosser, faut monter des boîtes, faut faire des trucs. On a oublié vraiment cette période-là et on commençait à installer des chefs de plus en plus jeunes. Première affaire où mes parents m'ont prêté un peu de sous, 22 ans. Et là, nouvelle confrontation à d'autres réalités qui sont pas celles de la cuisine. C'est-à-dire que savoir cuisiner, c'est une chose. Savoir gérer des gens, c'en est une autre. Notamment des gens qui sont plus âgés que vous. Dans un lieu qui était pas facile, qui était la vallée de Chevreuse. Où ça? À la sortie de Dampierre, dans un petit village qui s'appelait Senlis. C'est l'auberge du Pont-Hardy. J'ai repris une vieille auberge de... Alors c'est marrant parce que c'était aussi la fin d'une époque. Non mais c'est là où il y a c'est en bas de la côte de tous les virages là. Alors non, c'est le village de Dampierre. Nous on est à la sortie du village de Dampierre avant l'abbaye des Vaux-de-Cernay en fait. D'accord, oui je vois. OK. Voilà. OK. Et je me souviens de la critique du Goemio de l'époque dans le guide Goemio, c'était auberge de charme pour Mimi Pinson et PDG Casanova. Donc ça en disait long à l'époque. Comme quoi ils savaient écrire, mais sur le fait que c'était quand même des auberges un peu particulières. Ouais, on venait pas forcément pour l'assiette et pas que pour l'assiette, mais en tout cas les gens passaient, mangeaient bien, c'était des gastronomes, voilà. Mais c'était la fin déjà de la vallée de Chevreuse, trop loin, trop près de Paris. Trop loin pour attirer une clientèle, c'était compliqué. Et trop près parce que quand je voulais embaucher des gens, les gens me disaient vous êtes où? Ah, en région parisienne, on vient pas. Ouais. Voilà, donc ça a été un moment assez difficile. Première guerre du Golfe, grosse claque. Et là, avec mes parents, enfin surtout ma maman à l'époque, je dis puis on s'entendait plus très bien, on n'avait plus les mêmes façons d'envisager les choses. Elle m'aidait beaucoup sur la partie comptable, gestion, etc. On s'en sait même pas du tout. Deux visions, deux âges, deux générations. On vend, on trouve un japonais qui passe par là, qui s'est amouraché du truc. Et on vend, et on part. Et là, je pars du jour au lendemain sans rien, sans parachute, sans rien. Ah oui. Mais si on peut revenir juste là-dessus, sur ce moment-là, c'est quand même pas rien, à 22 ans, de se retrouver à la tête d'un restaurant. Comment vous gérez, comment vous vivez vos premiers services, les premiers retours de vos clients, quelle cuisine vous proposez? Alors, cuisine très appliquée, très sage, bourgeoise, petite brigade de 4 personnes. Pas facile de mener une brigade quand on a eu des expériences qui se comptent sur le doigt de la main. Enfin. Voilà, exactement. Mais c'est aujourd'hui, rétrospectivement, je me dis, franchement, t'étais gonflé, t'avais pas peur, quoi. Ah bah ouais. Mais c'était dans l'air du temps, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai aussi vraiment ce goût de l'entrepreneuriat. J'adore ça. Ah ouais, mais bon. Faire des coups, monter des restaurants, faire des opérations. Comment vous l'avez vécu le premier retour de vos clients? Parce que de la trouille au ventre. Enfin, clairement, les premières semaines, mais j'étais malade. Je me souviens, la veille de l'ouverture, j'ai eu ma première crise d'asthme que j'avais jamais eu de ma vie. Je me suis fait une crise d'asthme d'angoisse, en fait. D'angoisse. Et rétrospectivement, je me dis, mais quelle bêtise. C'était beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune. La pression, c'est énorme. La pression financière est énorme, la pression environnementale est énorme, des choses folles, enfin de clients. Je me souviens d'avoir une réception où le client vient me voir et me dit je marie ma fille, et je vous préviens, j'ai une seule fille. Si ça rate, vous êtes cramé sur tout le 78 parce que je suis adjoint du préfet, etc., etc. Enfin des trucs terribles. Je me suis fait pousser la barre parce que les clients trouvaient que j'étais trop jeune et je faisais pas crédible en fait. J'ai toujours fait un peu gamin, donc là en plus, des trucs fous quoi. Des trucs fous. Ouais, c'est une pression. Mais une expérience extraordinaire.
Ah ben oui, la densité doit être folle de cette expérience-là. On sort de là, on a l'impression qu'on est passé à la machine à laver en fait. On est cabossé dans tous les sens, mais on a acquis humainement beaucoup d'expérience. Et vous sortez de là sans savoir quelle page vous allez écrire par la suite. Voilà. Et ça va se faire comment? Du coup, comment on fait quand on sort d'une épreuve pareille? Parce que ça, c'est une épreuve quand même. Hein. Alors, vous aviez encore la vie devant vous, ça, pour le coup. C'est l'avantage. Moi, j'en suis sorti plus tard. J'en suis sorti 4 ans plus tard en me disant la seule chose est sûre, c'est que je veux pas être fixé sur un point. Parce qu'en fait, le problème d'une affaire comme ça en province, j'habitais au-dessus, donc je travaillais, je dormais, je redescendais, j'allais à Rungis, je revenais à Rungis ou à Versailles. Que du travail. Je rebossais, je tapais la mise en place, je remontais à faire une sieste à 16h, je redescendais à 17h pour faire à manger pour le personnel, et je repartais, etc., etc., etc. Oui. Tunnel, pas de contact avec l'extérieur, et là, du coup, ça correspond pas du tout à mon caractère. Vraiment très difficile, très difficile. Et la seule chose que je me suis dit en partant, c'est je ne veux plus être fixé quelque part. Je veux plus me fixer quelque part. Ça, c'est sûr. Je veux pas me retrouver... En fait, j'ai une autre phrase qui me tient beaucoup, c'est ni bourreau ni esclave. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce qui me domine un petit peu dans mes relations aussi avec les gens avec qui je travaille. Je veux pas être un bourreau, mais je veux pas être un esclave non plus. Donc je voulais pas être esclave de mon métier, et je veux pas être le bourreau des gens qui travaillent avec moi. Voilà. Et comment vous allez faire pour résoudre cette équation quand on est jeune? Malheureusement, parfois, on n'a pas toujours l'impossibilité de... Non, j'ai eu la chance, j'ai repostulé dans la restauration collective parce que je me suis dit, s'il y a peut-être un truc où je peux faire quelque chose, c'est ça, parce que j'avais gardé quelques antennes, et je suis rentré dans un hôtel-restaurant privé sur les bords de Seine qui s'appelait le Relais de la Malmaison et qui appartenait à l'époque à Shell, la compagnie pétrolière. Et c'était un hôtel, il y avait 40 chambres, salle à manger de réception, restaurant ouvert au public aussi. Donc c'était un truc un peu hybride où je m'en sortais plutôt pas mal. En tant que chef? En tant que chef, là. Ouais, en tant que chef. Et avec des gens qui étaient assez joueurs où je pouvais expérimenter plein de choses. Et j'ai fait plein de choses assez folles à l'époque. Et j'ai commencé à faire de la formation pour des chefs des autres restaurants du groupe, notamment sur la pâtisserie. J'étais assez fort en pâtisserie. Et donc c'est mes premiers pas aussi dans la pédagogie. Et parallèlement, comme j'étais assez boulimique, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Rémi Lucas, qui avait une agence de marketing spécifique à la restauration et alors pas tellement la restauration, mais plutôt l'alimentaire. Et on a bossé ensemble sur des budgets publicitaires pour l'agroalimentaire. Mais en faisant quoi en tant que... Photos, recettes, D'accord. conseils, tests produits. Et ça m'a beaucoup plu, en fait. D'accord. Ah oui, vous avez conçu là petit à petit, enfin, mine de rien, une période un peu hybride, avec plusieurs activités mélangées. Totalement hybride. Pour ne pas justement être fixé, et dépendant à quelque chose. Premier gros budget avec Compagnie laitière Food Service, qui était la marque Elevir pour les professionnels. Ça s'est super bien passé. Et je suis parti sur les CIRA, les salons du CIRA, comme démonstrateur. Je créais des entremets, des gâteaux, des desserts pour eux. On a testé plein de produits, on a fait beaucoup de photos-recettes, et ça m'a plu, puis on a développé sur plein d'autres sujets. Pardon de vous poser cette question, mais parfois, quand on est chef, on a tout de suite un fantasme, une image, une représentation. Là, en l'occurrence, vous allez tout de suite dans des choses où le prestige est moins évident. En l'occurrence, travailler pour des marques, faire... Il y a plein de chefs qui n'iraient pas forcément là-dedans ou qui... J'avais laissé tomber un peu cette idée de la gastronomie et il y a de ça, quand même. Cette idée que la cuisine elle se pratique tout le temps et partout et qu'elle est pas l'apanage forcément des 3 étoiles Michelin. Oui, mais c'est pas courant ça pour le coup. Non, mais jeune cette capacité à se dire ok, bah en fait ça peut être plein de choses. Plein de choses et sans complexe. J'avais pas de complexe par rapport à la gastronomie. Ce qui me poussait toujours en avant, c'est d'abord je suis extrêmement curieux. Et découvrir des univers me passionne. Et là, d'un seul coup, on se retrouve plongé dans les grandes agences de communication parisiennes, de pub, et avec un chef de projet, adjoint chef de projet, un client, un directeur de clientèle.
Et là, j'arrivais dans des trucs incroyables. C'est créer des jingles, créer des C'est votre côté photos. entrepreneurial qui vous amuse, ça vous amuse. Là, on voit que ça vous amuse quand Ah vous en parlez. oui, ça me ravit. Enfin, Ouais. rencontrer des photographes. C'est quoi faire une photo de cuisine? C'est quoi une bonne photo de cuisine? C'est quoi une bonne pub? Mais vous dites que vous allez toujours rester de ce côté-là de la ligne, vous, de toute façon, que votre truc, ce sera toujours la cuisine. Mais vous aimez la projeter dans d'autres... Dans Ou vous d'autres- envisagez de changer peut-être de vie ou pas? Non. Pas du tout. À Ah non. l'époque, c'est plutôt l'envie de faire plein de choses Ouais, différentes. vous voulez faire voyager votre cuisine et Et, alors, l'emmener c'est sur pas ma d'autres cuisine, terrains, hein, quoi. c'est de faire voyager la cuisine. Ouais. Parallèlement, je sais plus par quelle occasion, je commence une collaboration. Ah oui, c'était des tours de main. Le journal à l'époque, Néo Magazine, qui appartenait à l'usine Nouvelle, Mhm. me propose de faire des pas à pas en tour de main culinaire dans le journal Néo Restauration. Je commence et ça me plaît beaucoup. Donc là, je crée carrément les doubles pages. Enfin, j'ai appris énormément de choses, Ouais, on sent que ça vous a nourri. Ah mais ça m'a beaucoup nourri. Là où d'autres auraient rechigné à aller sur ce versant-là, peut-être, ou à se dire, de toute façon, j'y vais pas, y a rien à en tirer, ou... Alors, Faut avoir au une début, je me curiosité, suis dit, faut bah avoir- oui, ok, tu vas être tête de gondole, tu vas donner ta caution de chef pour des produits agroalimentaires. C'est gênant. Après, je me suis dit, bon, si personne s'y colle, s'il n'y a pas à un moment donné des chefs qui vont voir et qui mettent les doigts dedans en disant, bon, c'est quoi la bonne cuisine par rapport à ça? Et pour le coup, j'ai jamais eu la langue de bois par rapport aux gens qui m'ont commandité à l'époque. Ouais. Quand ça n'allait pas, j'étais capable de dire, ça me plaît pas, ça va pas, Ouais. c'est pas bon. Mais en même temps, quelle richesse! Une autre façon de cuisiner, d'autres process, et puis la cuisine, elle est pas que du 3 étoiles. La cuisine, elle est ce que les gens mangent aussi, et achètent Elle est au supermarché. surtout ce que les gens mangent et achètent au supermarché. Surtout pour la plupart pour 99,5% de la population, c'est ça. Ben, exactement. C'est pas Solstice. On n'est Ce plus serait dans. super, hein, mais... Voilà, mais on n'est plus dans on est dans le quotidien. On est dans le quotidien de la cuisine quotidienne. Et là, en parallèle, il y a un ami qui faisait du stylisme culinaire et qui me dit, écoute, je vais changer de photographe. Est-ce que ça t'intéresse de venir me remplacer avec le photographe avec qui je travaille actuellement, qui s'appelle Dominique Azambre, qui était un type formidable, vraiment formidable. Et ben je lui dis, bah, qu'à cela ne tienne, stylisme culinaire, j'ai pas encore fait, j'en ai fait un peu avec Elévire, mais pas plus que ça, quoi. Et je me désengage du restaurant d'entreprise dans lequel j'étais, enfin du grand truc dans lequel j'étais là, et je me lance en tant que travailleur indépendant. Donc je me crée un statut de travailleur indépendant. Et là, pareil, je saute dans le vide une deuxième fois, troisième fois, je sais pas. Je monte une entité qui s'appelle Atelier de cuisine. Je dépose le nom. C'était en l'an 2000, 99-2000. Je dépose le nom Atelier de cuisine et je me dis tiens, je vais créer une petite activité autour du consulting, de l'écriture de recettes et des photos. Et là, grosse carrière avec Dominique Azambre. On fait énormément de photos pour tout, mais vraiment pour tout. Oui. Je découvre des univers que je ne connaissais pas, le packaging, faire des photos de packaging. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu désuet parce qu'on a l'IA qui est arrivé, mais à l'époque, tout se fait à la main. Enfin, je veux dire, pour tout que se ça faisait brille, à la pour main. que ce soit onctueux, pour que ce soit, il faut le faire. Photoshop, à cette époque-là, on en est à ses balbutiements. Enfin, balbutiement. Moi, alors on shootait à l'époque ouais, c'est dingue ça. on shootait en hectares. Donc, on faisait les photos en hectares, on faisait des Polaroids, beaucoup de Polaroids noir et blanc pour qu'ils puissent caler les lumières. Ensuite, on shootait en hectares. On allait manger en attendant que le test revienne du labo. C'est ça. Et quand le test était rentré du labo, si c'était pas bon, on refaisait. Si c'était bon, on passait à autre chose. Donc, le temps n'était pas le même. Bien sûr. Et on a bien rigolé, mais on a fait des trucs extraordinaires. Et là, j'ai commencé de grosses collaborations, cuisine gourmande, cuisine actuelle, saveurs, parents, famille. J'ai fait beaucoup de magazines. Et en même temps, beaucoup d'agro. Pire des choses, c'est du cassoulet pour Leader Price, par exemple. Le plus difficile à faire, en fait. Oui. Pour que tous les petits haricots soient bien brillants, qu'ils fassent pas gras, pour que on voit la garniture, mais pas plus, parce que quand même, il y en a pas beaucoup dans le pack, etc. Donc, chef produit sur les bras, qui fantasme complètement son produit, photographe qui dit bon, c'est bon les gars, mais quand même, il faut shooter maintenant parce que c'est en train de dépérir. Ouais. Super. Et puis les magazines, c'était mes samedis après-midi où je partais avec mon scooter, chercher de la vaisselle, emprunter de la vaisselle dans les grandes marques de l'époque, Habitat, Coran, etc. Où je ramenais des pelletés de vaisselle pour que la rédactrice en chef choisisse les couleurs qui lui plaisaient, etc. et qu'on fasse les ambiances. Ouais. Notre autre univers, les rédactions, l'univers des rédactions. Mais vous allez faire ça pendant combien de temps? Bon, j'ai fait ça pratiquement pendant 15 ans. Ah oui. Mais parallèlement, je continue le métier, je fais beaucoup d'extras.
Et en même temps, un jour, les anciens profs m'appellent à Ferrandi en me disant, écoute, on a un collègue malade. J'ai vraiment besoin d'un quelqu'un pour me dépanner et pour remplacer un prof, mais à mi-temps, parce que il y a pas un poste. En fait, il est en mi-temps thérapeutique. Oui. Donc, Ça tombe bien pour vous parce que vous avez d'autres choses à faire par ailleurs. nickel. Je dis, là, c'est exactement fait pour moi. Je rentre. Alors, je me dis pas ça exactement au début. Je viens la dépanner parce que Ouais. c'est ma deuxième maison. Ferrandi un petit peu. J'ai toujours adoré cette école. Je viens la dépanner et puis ça se passe super bien. Et elle me dit, mais non, mais il faut que tu continues. J'ai besoin de toi. De toute façon, il est au moins arrêté pour 3-4 ans. Tu continue. Et vous vous éclatez là-dedans, dans l'idée de la transmission? Et je m'éclate. Je me découvre en fait une vraie passion dans la transmission. Au début, j'enseigne à des traiteurs, des pâtissiers traiteurs, donc je connaissais bien la pâtisserie. Le monde du traiteur, j'avais un peu pratiqué. Et puis, ça se passe super bien. Alors, parfois, avec des gros stress parce que j'ai des chevauchements d'emploi du temps. Et d'un seul coup, je suis tendu vous sur menez plusieurs, un shooting. Qu'est-ce que tu fais? On s'attend sur le plateau. Exact. Mais c'est exactement ça. Je commence à 7h à Ferrandi. À 15h, coup de fil du photographe, affolé. Elle dit donc, tu devais être là depuis 1 heure. J'ai les clients sur le dos. Je les fais patienter. On fait quoi? Et oui. Ouais, super. Kiffant, ce truc on sent que ça vous, Ah ouais, non, c'était génial. Le truc à 200 à l'heure, là, je vous imagine dans votre voiture ou non, j'étais en scooter. En scooter, ouais. T'as traversé Paris. Traversé Paris, j'avais une grosse caisse en aluminium derrière avec tout. Je faisais les marchés. J'allais au bon marché. Je me souviens le matin, au bon marché, si vous ouvrez le premier à 9h, 8h30 le matin. Il y avait tous les stylistes de Paris. On se connaissait tous, en fait. Ouais. Tous les stylistes se connaissent. Et on se retrouvait là, on papotait. Tu fais quoi aujourd'hui? Ah, je fais ça, machin. Toi, mais moi, je suis sur Saveur. Et toi, voilà. Drôle. Non, mais très drôle, très sympa. Enfin, dur, hein, dur. Ah bah dur. oui. Et puis il faut se battre parce que pour le coup, les clients, faut les entretenir, faut aller les chercher, faut les. Ouais. Beaucoup de stress, Ouais. énormément de stress, mais beaucoup de plaisir aussi. Enfin, Ouais. Voilà, beaucoup de plaisir. C'est une aventure. Une aventure, plus l'école derrière. Je remets le pied à Ferrandi, ça se passe super bien. J'adore la transmission et je rencontre plein de jeunes formidables, des gens qui sont restés des amis. On n'avait pas beaucoup de différence d'âge, on avait moins de 10 ans de différence d'âge. Hein. Ouais. Super bien. Et puis de cette petite formation, je passe à une plus grosse formation qui est celle des traiteurs organisateurs de réception. Où là, d'un seul coup, le pied intégral pour moi, parce qu'en fait, c'est que des coups où on va monter des buffets incroyables avec des thématiques cuisine du monde, ma vraie passion, où on va s'auto-gérer. Et ça flatte votre fibre entrepreneuriale, ça rentre pile dans Exactement. Voilà, ça excite ce côté-là de votre personnalité. Complètement. Pour le coup. Chaque buffet est une entreprise. Ouais, c'est ça. Avec les élèves, et on les emmène je les pousse dans des folies de décors, on monte des décors complets. J'ai des élèves totalement passionnés. On fait des trucs absolument fous avec eux. Et parfois compliqué à suivre pour l'école. Je me fais souvent taper sur les doigts pour ce côté un peu zébulon. Parce que là, on vous imagine très bien le prof qui part, qui va très très loin avec ses élèves, et on imagine aussi l'enthousiasme des élèves de fait, parce que quand on a un prof qui est emporté comme ça par son enthousiasme, c'est extrêmement inspirant. C'est extrêmement inspirant. Mais pour les directeurs d'école, parfois, ils doivent se dire... Oui, on vient le samedi, alors qu'il y a personne dans l'école pour monter des buffets. On monte par la coursive au 4e étage des chevrons qu'on a peints pour faire des supports, des trucs, enfin, un peu fou, quoi. Aujourd'hui, on prend le camion de l'école. L'école avait un camion, on prend le camion de l'école pour aller à Rungis. Ouais. Et je crois qu'ils ont eu des frayeurs et choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Mais en tout cas, j'essaie de leur inculquer le goût de l'entrepreneuriat. Vraiment. Faire des choses. Calculer, pas faire n'importe quoi. Hein, tout ça, c'est quand même... Il y a un objectif, c'est le client. Mais c'est... voilà, on y va, quoi. Ouais, il y a de l'énergie. Il y a énormément d'énergie. Vers où ça va aller, toutes ces expériences qui se mènent, mine de rien, en parallèle? Là, vous êtes dans une espèce d'appétit qui a trouvé finalement la cuisine comme un canal d'expression, mais dans lequel vous avez mis plusieurs strates. Et vous poursuivez plusieurs lignes à un moment. En parallèle toujours. Alors vous allez croire que j'ai 100 vies, ou peut-être des fois les gens ont l'impression que j'ai 90 ans, mais en parallèle, je commence à écrire des livres, en fait, à façon. J'ai commencé par faire des photos pour des livres. J'ai rencontré une éditrice extraordinaire aux éditions Aubanel, Anne Serrois. Elle m'appelle un jour en me disant, écoute, t'es chef,
Voilà, on a un bouquin avec un grand chef du Sud. Je vais pas le citer, mais c'est un mec extraordinaire. Juste qu'il a pas le temps d'écrire la recette, en fait. Et ça fait 2 ans que le bouquin, les photos sont faites, on n'en a pas les recettes. Et là, il y a une co-autrice qui nous envoie les avocats en disant, moi, ça va pas, ce bouquin devait sortir. Il devait sortir, je vais être payé. Voilà. Et je pars à fond la caisse à Nice, écrire des recettes avec le chef, qui est un homme extraordinaire, mais qui est, comme tous les chefs, archi débordé. Et d'un seul coup, je rentre dans l'édition. Et je fais pas mal de bouquins avec elle, chez Aubanel, d'abord. Et puis après, je passe chez Flammarion, où je refais des livres. Mais pour d'autres chefs, finalement. Pour d'autres chefs. Et ainsi de suite. Et j'ai fait peut-être une 15aine de livres de chefs. Et un jour, un de mes amis m'appelle. Parallèlement, à l'école, j'avais rencontré un monsieur extraordinaire qui s'appelle Laurent Destré et qui est un food design et qui est une grosse agence de design. 14 septembre. 14 septembre. Et c'est un homme que j'adore vraiment et qui m'ouvre les yeux sur le monde du design, en fait. Et c'est très proche, en fait. On a des univers qui sont très proches. Et il me fait rencontrer Pierre Gagnère. Voilà, grosse rencontre. 2 personnes exceptionnelles, Pierre Gagnère et Marc Bretillot. Marc Bretillot, qui est le monsieur qui a créé le design culinaire, qui a mis en forme ce qu'est le design culinaire, qui travaillait à l'époque à l'ESSAD de Reims. Et Marc est un garçon d'une sensibilité incroyable, un peu taiseux, d'une culture phénoménale. J'ai un vrai coup de cœur avec lui et on s'entend super bien et on commence à monter des choses un peu folles. Et on fait une aventure pour Gagnère où on crée un buffet pour lui. Et après, Marc un jour vient me voir et me dit, voilà, il y a Hermès qui me demande de faire un buffet un peu fou à Taïwan. Est-ce que tu me suis? Moi, j'avais l'expérience du traiteur. Je dis, ben, on y va, quoi, c'est parti. Et on part faire un atelier de cuisine pour des milliardaires à Taïwan. Les meilleurs clients d'Hermès à Taïwan. Parce que ces grandes marques courtisent énormément leurs clients partout dans le monde. Et Hermès est une marque hors du commun, vraiment hors du commun, qui avait décidé de donner libre cours à un artiste qui était Marc Bretillot. Et moi, je l'ai accompagné pour faire toute la partie culinaire. Parce que là, ça dépasse largement un workshop, quoi. Il faut faire... Et ça a été encore une aventure assez folle. Et on a dû faire ensemble une 20aine d'opérations en Asie, à New York, à Moscou, pour Hermès. Et ça a été fou parce que Hermès m'a encore appris plein de choses. Qu'est-ce que la simplicité? Et je reviens à la Meuloise, en fait. Que c'est dur de faire simple. C'est quoi la perfection sans être ampoulé, sans être snob? Un objet Hermès, c'est l'aboutissement de ce qui se fait c'est toujours très bien dessiné. C'est toujours parfaitement exécuté. Et il y a jamais rien en trop, en fait. Et avec Hermès, j'ai appris à dépouiller les choses. À retirer tout ce qui ne sert pas. Si ça ne sert pas, on l'enlève. Et on arrive à l'os, on arrive vraiment à la... Il y a une tension, et dans la cuisine, c'est important pour moi, de cette tension, quand je peux plus rien retirer d'une assiette, en fait. C'est vachement important. C'est marrant que ça ait fini par le confirmer à ce moment-là, où finalement, dans la résonance que vous avez pu trouver avec un autre terrain, une autre zone, en l'occurrence on se parle du luxe là, d'une marque qui... Et ça m'a remis un peu les pieds dans le luxe, mais du coup le luxe jamais ostentatoire. Et ça, c'est un gros marqueur pour Solstice et la cuisine de Solstice aujourd'hui. On est très low profile, on est très on fait pas de bruit, on avance dans notre coin. Mais c'est vous aussi qui êtes comme ça, parce que mine de rien, de tout ce qu'on se décrit depuis le début, vous êtes tout le temps dans l'ombre. Vous êtes pour les autres, vous vous exposez pas, vous investissez plusieurs terrains, vous vous nourrissez, mais sans avoir l'envie de dire, voilà, j'ai mon chez moi, c'est moi le patron, je suis chef de tel restaurant, je vais mettre mon nom. Non, vous accumulez des expériences extrêmement diverses. J'accumule d'abord des rencontres avec des gens fabuleux, et ensuite, quand ça passe, on développe des entreprises, on développe... Mais vous n'êtes pas du tout obsédé par l'idée de vous poser, de mettre votre nom sur une façade, c'est pas du tout propos. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai toutes ces expériences un peu dingo. Est-ce que ça va se poser un jour ou pas? Est-ce qu'à un moment ça se pose quand même? Rien. Non mais si, à un moment. Poser à l'horizontale dans une caisse en bois. Non mais avant ça, et mine de rien, j'imagine qu'à un moment vous avez fait un peu une forme de synthèse. Non. Parce que moi, quand je vous ai croisé sur ma route, ou alors vous allez m'apprendre des choses que je méconnais, mais
vous étiez en cuisine et vous étiez... Mais je suis toujours en cuisine. Ah oui, Et mais... de plus en plus en cuisine. Mais vous étiez dans une cuisine, dans un lieu. Comment vous avez fait après le tri entre toutes ces activités? Bah déjà, je dormais pas beaucoup. Ouais. Voilà. Je dormais pas beaucoup. Parfois, malheureusement, j'ai 3 enfants. Parfois, j'ai peut-être pas passé assez de temps avec eux. Ouais. Et puis, j'ai surtout pas l'impression de travailler, en fait. Et ça, c'est une qualité et un défaut. C'est un piège, en tout cas. C'est un piège. C'est une qualité et un défaut parce que on n'a jamais l'impression d'être fatigué alors qu'on l'est. On pense toujours au travail. Et mais en même temps, on pense c'est une passion, ça, c'est dévorant, quoi. Comme tous les feux, c'est dévorant. Et parallèlement, toujours à Ferrandi, j'ai eu envie de passer le MOF. J'ai toujours eu envie de passer le MOF. Est-ce que peut-être cette rencontre avec Monsieur Tingo quand j'étais très jeune, ce col bleu blanc rouge, m'a toujours fasciné. Et alors j'en parle souvent avec des chefs. Ce qui est encore plus fascinant quand on est jeune, c'est la médaille. Eh oui. La médaille du MOF, c'est un truc incroyable. C'est une espèce d'objet tellement symbolique. Et pouvoir arborer cette médaille, c'est énorme. Et à un moment, ça vous retraverse l'esprit. Vous dites... Dans les années, ça me retraverse l'esprit une première fois quand je suis installé en Vallée de Chevreuse. Je fais une demi-finale. Enfin, je fais une sélection. J'étais pas du tout dedans, quoi. J'étais pas du tout dedans. J'étais pas coaché. J'étais rien. Alors, on me pose souvent des questions. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Est-ce qu'il faut être parrainé? Est-ce qu'il faut être coaché? Vous avez coaché des gens? J'ai coaché des gens et j'ai été coaché. Le coach, c'est pas quelqu'un qui va vous donner un droit d'entrée. C'est juste quelqu'un qui va vous éviter de faire un hors sujet. C'est tout. Et pour avoir passé le bac en cours du soir, j'aurais pu passer un bac en candidat libre. Mais si vous arrivez et quelle que soit votre connaissance, vous êtes hors sujet, vous êtes hors sujet. Mais le MOF, c'est pareil. Le coach, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour vous apporter des solutions. C'est quelqu'un qui est juste là pour vous éviter de faire un hors sujet. Il est là un peu à la préparation aussi, en l'occurrence. Donc, il y a quand même... mais quand je dis à la hors sujet, c'est ça. C'est-à-dire vous faire travailler sur souvent, dans notre métier, on se trompe de combat. Ah ouais. Souvent. Et ça, je le dis ça veut dire qu'on investit des choses qui ne devraient pas l'être? On investit des choses qui ne devraient pas l'être. Ouais. On se focalise sur des choses qui ne devraient pas. On met de l'énergie dans des endroits où ça ne le mérite pas. Et le coach, il est là. Le coach, le parrain, enfin, comme vous l'appelez, il est là pour juste vous dire, attention, là, tu perds trop de temps. Ça sert pas, ça va pas te servir. Reviens en base. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? C'est quoi le sujet? Relis ton sujet. Est-ce que c'est pas trop ce que tu es en train de faire? Tu vas passer vite. Donc la première fois, vous le faites tout seul? La première fois, je le fais tout seul. Et donc, du coup, combien d'années se passent entre la première tentative et la suivante? Alors, le MOF, c'est 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. On a 4 ans pour digérer. 4 ans après, vous le... Voilà. Mais la première fois, j'étais pas dedans du tout. Je m'y attendais pas. De toute façon, j'y allais un peu pour voir. Deuxième fois, 2000, j'y vais. Le couteau entre les dents avec mon collègue de Ferrandi de l'époque, Eric Robert. J'arrive à Strasbourg. Pas super bonne journée pour moi. Déroulement très très moyen. Et lui, là, moi pas. C'était un peu dur. On s'appelle tous les deux Eric, on bosse tous les deux à Ferrandi. Bon, il y en a un qui passe, pas l'autre. Je remonte. Vous savez, quand vous êtes au pied du podium et que voilà, les gens montent les uns après les autres sur le podium et que vous restez en bas dans la fosse, vous avez un peu les boules. Surtout que c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup d'investissement personnel, familial, financier. Voilà. Un peu la hargne. Je repars. Alors, faut savoir quand même que j'ai fait 4 finales. Donc, je vais en finale en 2000, je vais en finale en 2004, je vais en finale en 2007. Et je vais en finale en 2011. Donc, 4 tentatives. Ouais, 4 tentatives à 4 ans, 4 x 4, un certain nombre d'années. Entre le premier et le dernier. God. Et alors, cette dernière finale, elle a quelle saveur? Mais finalement, la dernière finale, j'avais rencontré entre-temps Pierre Gagnère et je dis, on a travaillé ensemble, j'ai écrit avec lui 2 livres. C'est un homme qui m'a fasciné, qui est, on peut dire, parmi les chefs, peut-être celui qui est vraiment à la hauteur de sa légende. Cet homme a une vision extraordinaire. Esthétique, c'est un homme d'une élégance morale, tout en étant libre, une élégance morale forte, une élégance
quand il se déplace, quand on discute, il est érudit. Enfin, c'est un type, moi, j'ai travaillé 2 ans avec lui, pas pour lui, mais avec lui. On avait des discussions absolument incroyables où il m'a fait grandir dans la vision de qu'est-ce que le métier de cuisinier, qu'est-ce que le luxe. Et puis lui, il est en lien avec cette génération de chefs propriétaires. Et puis il a eu des grosses claques. Il a eu Saint-Étienne qu'il a perdu. Donc l'échec, il est possible dans nos métiers. Enfin, et même il arrive souvent. Lui, il est symptomatique de sa carrière, une chute énorme avant de renaître et de connaître un... Chute, renaissance, comment on remonte. C'est quoi cette énergie qui nous pousse à toujours aller de l'avant? Je le vois, je le rencontre encore aujourd'hui. Enfin, moi, je l'aime beaucoup et je vois, il prend des avions, il part au bout du monde. Enfin, c'était une très belle rencontre, Pierre. C'était une très belle rencontre. Je lui dis, Pierre, écoutez, ça, moi, j'y arrive pas. Enfin, je comprends pas. Je vais en finale à chaque fois. Je passe à côté. Et là, je dis, est-ce que je peux venir travailler chez vous avec votre brigade? Et avec Michel Nave, son chef qui était MOF. Et là, je vais passer plusieurs mois chez Pierre Gagnère. Je prends un congé sabbatique par rapport à l'école. Et à toutes mes activités, je mets tout en stand-by. Et je retourne au fourneau. Ah oui. Voilà, boum. Cette fois, ça, et je il me dit, ferai pas j'avais quand même 45 ans. Ouais. Donc je me dis, à un moment donné, faut y aller, quoi. C'est pas, pourquoi? Enfin, techniquement, j'ai le niveau, je vais en finale à chaque fois. Mais qu'est-ce qui fait qu'en finale, je perds? Et donc? Est-ce qu'on a fini par mettre un doigt là-dessus ou est-ce que c'est passé parce que c'est passé? Non, c'est passé parce que j'ai récupéré de la vivacité, il y a un côté, alors vous avez peut-être trouvé ça un peu mystique, mais je pense que quand on travaille au fourneau tous les jours, il y a une espèce d'osmose qui se crée avec le geste. Et en fait, j'ai jamais fait une finale aussi à l'aise que celle où je l'ai eu. Et beaucoup de chefs vous diront ça. Ils vous diront, en fait, des finales où ça passe, finalement, c'est peut-être le moment où j'étais le plus... J'ai eu l'impression que c'était naturel, que les choses roulaient toutes seules, qu'en fait, je dominais mon sujet. Et c'est souvent ce qu'on dit aux gens qui sont coachés, on leur dit, il faut avoir suffisamment de maîtrise pour ne pas être surpris si jamais il arrive quelque chose de moche, parce que ça arrive toujours, il y a toujours des incidents. Mais quand on a cette vélocité, quand on a cette pratique. Ouais. C'est fluide. C'est fluide. Ça s'aligne. Les choses s'alignent toutes seules, en fait. Alors, je suis obligé de faire un parallèle avec un épisode que j'ai enregistré il y a quelques années maintenant et dont on me parle encore aujourd'hui très régulièrement avec un chef que je croise aussi de temps en temps et que j'aime beaucoup, qui est Jérôme Banquetel. Ah, Jérôme, oui. Et que vous connaissez bien puisque vous l'avez accompagné, justement. Je l'ai accompagné. Et qui, lui, m'a raconté son MOF et ce sentiment de maîtriser la discipline jusqu'à tomber pour une histoire où on pense qu'il a essayé de tricher en faisant un montage particulier, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, son assiette est mise de côté et il a vécu ça avec une espèce de... Enfin, c'est encore un truc pour lui qui est difficile. Ça l'est pour tout le monde. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des chefs MOF il y a pas longtemps. C'est une histoire, qui reste difficile. Ouais. Parce que on peut pas louper, en fait. Il y a une forme d'injustice trop, aussi. On a l'impression qu'on est victime d'une injustice. Parce que c'est un immense cuisinier, Jérôme. Ah ouais. Jérôme Banquetel, c'est quelqu'un qui a une pugnacité. D'ailleurs, on voit bien ses 3 étoiles. Enfin, je veux dire, il est tellement doué, il est tellement travailleur et il a une telle pugnacité que jamais ce titre n'aurait dû lui échapper. Bon, il y a des circonstances. Il y retournera. Particulières. Il y retournera. Oui, j'espère, je le souhaite et je souhaite profondément parce que on voit bien que il a pas eu le MOF, mais il a eu 3 étoiles. Mais il y a ce truc de pas vouloir lâcher, ce que vous avez fait finalement, jusqu'à ce que vous l'ayez, quoi. Ah oui, moi je lâche pas, ouais. Je lâche pas, surtout. Là, il y avait, je sais pas, où on trouve le ressort. J'étais un très vieux MOF, hein, ça faisait 4 fois qu'ils me voyaient, les gars, en finale. Elle va produire quoi en vous, cette validation, de fait? Juste que... Déjà, le fait d'être tranquille et de se dire, dans 4 ans, moi, j'aurais pas à m'y remettre. Ah, il y a quelque chose de très personnel, déjà, aussi. Quand j'étais à l'école, au collège, j'étais avec des amis de mon père, qu'on finit, donc des copains d'école, hein, qu'on finit centralien, polytechnicien. Et moi, j'étais le mec qui partait faire un métier manuel. Donc, voilà. Et le jour où on a eu la remise de diplôme, de la médaille, plus précisément,
On était invités à l'Élysée et j'ai emmené mon papa et on a traversé la cour de l'Élysée. Je dis voilà, tu vois, pour les techniciens, il y en a 600 par an. MOF, il y en a 8 tous les 4 ans. Donc là, il y avait une petite vacherie personnelle, une Une revanche, en tout cas, une pas vacherie, sacrée une revanche. petite revanche personnelle, Ouais. de dire voilà, on peut choisir un métier manuel et en même temps être Faire partie d'une élite, de alors, l'excellence. c'est pas tellement le fait de partir de l'élite, mais de dire on amène le truc au bout, on va dans le meilleur, voilà, on fait le meilleur. C'est pas parce qu'on est un ouvrier, parce que moi j'aime beaucoup ce titre, un des meilleurs ouvriers de France. D'abord, c'est pas le meilleur ouvrier de France, c'est un des meilleurs ouvriers de France. Voilà, on est un ouvrier, je suis un ouvrier, et j'amène mon savoir-faire au bout du truc. Et c'est la validation, elle est plus là. Je vais pas sur les plateaux me gausser avec mon col bleu blanc rouge. J'aime l'avoir eu, j'apprécie l'avoir eu. Quand on me pose une question, j'essaie de répondre techniquement. Je dis pas ouais ben moi je suis mof et toi tu l'es pas donc écrase. C'est pas du tout ça. C'est de dire voilà, faut savoir aussi que le mof une fois qu'on l'a, c'est un engagement. Hein. Oui, c'est une forme de responsabilité finalement. Quand vous rentrez dans une cuisine avec un col bleu blanc rouge, tout le monde vous regarde. Ouais. Et vous dit comment il va se dépatouiller quand vous faites un truc. Enfin, clairement, les gens attendent de vous un type de comportement, l'excellence et l'excellence. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi une charge. Ouais. Zéro relâchement, impossible de prendre un couteau sans que. Voilà. Non, mais si on se coupe, on passe pour un crétin. Donc, non, mais bon, j'adore ce titre. Ce titre, pour moi, c'est l'aboutissement parce que justement, il est ouvert à tout le monde. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit, il faut bien comprendre le sujet. Il faut pas se tromper de bagarre. On n'est pas là, c'est pas de la pub, ça sert à rien, ça n'amène en rien. Les clients, faut quand même considérer que les 3/4 des gens ne savent pas ce qu'est le meilleur ouvrier de France, même si on communique et qu'aujourd'hui, des gens savent un petit peu. Mais 3/4 des clients ne savent pas ce qu'est le meilleur ouvrier de France. Et ce n'est pas non plus un entre-soi. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est une validation de soi par rapport à soi, de se dire, je veux être meilleur. Pas meilleur que les autres, ça n'a pas de sens, mais meilleur que moi-même. Et chaque fois, ça a été un combat contre moi, pas contre les autres. Ça vous a laissé en paix après, une fois que ça a été validé un peu? On souffle, j'imagine. Quand on a sa médaille. Ça m'a laissé en paix. Ouais. Ça m'a laissé en paix, ça m'a laissé beaucoup de bonheur. Parce qu'en plus, il y a dans cette promotion, la mienne, des gens que j'adore. Il y a Philippe Mille, entre autres. Voilà, il y a des gens que j'aime beaucoup qui sont des vrais cuisiniers. Nous, on fait partie d'une promotion où les chefs sont pas tous des stars, hein, pas du tout. Hein. Les mofs de ma promo là de 2011, bon, c'est pas des gens très connus, mais ce sont tous des sacrés cuisiniers, ouais, vraiment. Comment vous allez transformer cette histoire par la suite et qu'est-ce que vous allez faire de ce titre? Vous allez aller vers où 2011, un coup de parmi vos de la folie, constellation d'activités. Coup de folie en 2011. J'étais à l'école et là, un photographe avec qui j'avais fait le bouquin de Gagnère, qui s'appelle Peter Lippmann, qui est un grand photographe, pas que de food, hein, qui est un grand photographe, me dit écoute, j'ai un ami qui ouvre un restaurant rue de Seine. Il vient de racheter un fonds de commerce. C'est la cata. Ils ont pris un truc énorme, mais il leur faut un cuisinier là. Ils ont 2 restaurants, un qui s'appelle Cozy qui fait des sandwichs et l'autre qui s'appelle La Boissonnerie et qui fait de la bistronomie, petit bistrot comme ça. Qui est juste en face. Qui est juste en face. Et là, vous allez ouvrir le restaurant que j'ai tellement aimé pendant tant d'années. Et là, je pars, je sais pas comment ça se fait, je dis banco quoi, je pars la fleur au fusil, je demande rien, juste l'idée de on y va quoi, on va faire un truc un peu fou, et grosse rencontre avec 2 personnages hors du commun encore, Juan Sanchez et Drew Haré, des anglo-saxons, une autre façon de travailler complètement différente, liberté dans l'exigence, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça rapporte des sous. Ok, nous c'est le business, toi c'est la cuisine. Nous c'est le business, toi c'est la cuisine. Ouais. Juan c'est les vins, Drew c'est un peu l'organisation, c'est le Major Robertson avec une belle moustache, à la fois cool,
mais quand même, on garde les lignes de compte à la fin, quoi. Ouais. Et personnellement, super rencontre, grosse claque aussi parce que je découvre une autre façon de travailler. Il faut quand même qu'on dise que ce restaurant s'appelait Sémilla. Le restaurant s'appelait Sémilla, c'est-à-dire la graine. En plus, ça correspond bien à ce que... C'est pas moi qui choisis le mot, mais c'était bien l'idée de faire éclore les gens, en fait. Et super équipe, dès le départ. Et là, on enquille des services de fou. On démarre avec un menu à 24 €, rue de Seine. Et là, très, très dur. 2 mois, très dur. Pas de clients. Et à un moment donné, en fait, les gens nous prenaient pas au sérieux. Parce que 24 €, c'était pas sérieux. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Paris, rue de Seine, on est en plein quartier Saint-Germain. Voilà, il y a du monde, il y a une densité phénoménale, hallucinante, ouais. Et des loyers à la hauteur. Exactement. Donc, il vaut mieux pas. Vaut mieux pas se planter. Ouais. Et François-Régis Gaudry sur France Inter lance un truc. J'ai mangé de façon incroyable dans un restaurant. J'ai mangé un repas complet pour le prix d'une mauvaise choucroute boulevard Saint-Germain. Et là, en 2 semaines, le restaurant se remplit et il n'a pas désempli, en fait. Et on s'est bagarré et ça a été complètement fou. J'ai eu des équipes incroyables, beaucoup de gens de Ferrandi, évidemment. Ouais. J'étais. Mais il y a à ce micro, il y a des gens qui se revendiquent de passer avec vous chez Sémilla et tout. Il y en a qui me citent pas, mais je sais pas, c'est pas l'objectif, mais qui sont passés à Sémilla. Un garçon que j'adore, qui était mon premier chef, qui a ouvert Ouréa à Marseille, Mathieu, qui est un type exceptionnel, que j'aime vraiment beaucoup, un vrai cuisinier, voilà. Et à Sémilla, j'ai toujours insisté sur cette idée on cuisine les gars, quoi. On n'est pas là juste pour remuer des casseroles, il faut cuisiner. Qu'est-ce qu'on cuisinait? Moi, je me souviens de voir des blanquettes à la carte, des choses comme ça. Alors des blanquettes, toujours avec un twist. Et oui. Hein, la blanquette avec un coulis un jus de petits pois au dernier moment dans la blanquette et des petits pois cuits à la minute dans une noisette de beurre pour qu'ils soient croquants, juteux. Des cuissons très courtes, très maîtrisées. Des choses classiques avec des twists et des choses complètement folles. Et surtout, tous les jours, le midi, les entrées étaient différentes. On arrivait à 9h dans la chambre froide et on faisait 3 petites entrées dans une assiette qui étaient tous les jours différentes. Ah ouais. C'était assez gonflé, ouais. C'était assez gonflé. Je choisissais les meilleurs produits. Tout était fait à la maison. Vraiment tout. Voilà, j'ai eu Pauline Séné, qui est maintenant... elle est chef Bistrot Paulbert, je crois, ou du côté du Paulbert. Je connais. Ah mais oui, Pauline, tout à fait. C'est le 52 Paulbert ou. Voilà, Pauline, qui était chef de partie au Poisson. J'ai eu Manon Fleury, qui était seconde cuisine. J'ai eu c'est Manon Fleury qui parlait à ce micro de. Voilà, Manon Negretti, extraordinaire, qui a été ma commise au MOF pendant mes entraînements, qui est une vraie chef, vraiment incroyable. Enfin, super cuisinière, qui a monté Bonotte. Voilà. Puis plein de gens. Malheureusement, je peux pas tous les citer, mais j'ai des gens absolument extraordinaires. Très dense comme période quand même, très intensive. Très intensive, et puis surtout, alors, c'était aussi pour moi quelque chose de très important. Par rapport à mon expérience, l'esprit de Sémilla, c'était pas de violence. Répartition homme-femme. Peu importe, homme, femme, blanc, bleu, vert, rouge, tout ce qu'on veut. Pas le sujet. C'était pas le sujet. On était là pour cuisiner. Pas de violence verbale, pas de violence physique. Mais pourquoi ça vous paraissait important? Parce que vous l'aviez trop vu? Parce que j'avais trop subi, oui. Ouais. Subi? Oui, quand ma première, quand je parlais du Falstaff, voilà, c'était ça, les crétins. Les crétins et l'oppression, enfin, une espèce d'oppression morale perpétuelle. T'es bon à rien, tu sers à rien. T'es trop con. Et c'est à cause de ça, vous pensez que vous avez pris un chemin de traverse et que vous avez passé toutes ces années à faire de la cuisine, mais autrement? Probablement, c'est un métier extrêmement violent. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais accepté. On est là pour donner du plaisir aux gens et on a du harcèlement moral, on a du harcèlement physique, on a parfois du harcèlement sexuel. Alors, c'était pas le cas quand j'étais plus jeune parce qu'il y avait pas de filles en fait en cuisine, il y avait pas de femmes, mais il y avait des comportements souvent déplacés, très souvent déplacés, un humour qui ne m'allait pas du tout, très souvent sur la sexualité. Voilà, c'est à celui qui est la plus grosse, quoi. Et ça je déteste ça parce que comme j'ai cette idée que
on peut être un maître ouvrier et que être ouvrier, c'est pas forcément quelque chose de dégradant ou de nul. On se doit avoir une certaine conduite, tout simplement. Et la règle à Sémilla, c'est on est, comme la règle de solstice, on est au travail comme on est dans la vie. Merci, bonjour, au revoir, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. La politesse, c'est juste ce qui permet à tout le monde de vivre mieux. Ensemble aussi. Ensemble. Et mieux. Et pourquoi on n'est pas poli en cuisine? Et pourquoi on est violent? Et pourquoi on est agressif? Il y a aucune justification pour moi. On sent que ça vous a touché, ce sujet, quand même. C'est un sujet qui me touche parce qu'il est redondant. C'est un serpent de mer qui réapparaît régulièrement. À chaque fois, on dit qu'on va faire des efforts et c'est pas le cas. Est-ce que ce col bleu, blanc, rouge, il vous a pas permis justement de l'écraser un petit peu, ce serpent, dans les lieux que vous alliez ensuite fréquenter? Je pense que du coup, quand on arrive avec cette aura, de fait. Voilà, on a une parole qui porte un peu plus et quand on dit non, c'est non. Et qu'à un moment donné... et ça vous a permis de revenir en cuisine en disant que ça allait se passer comme ça et pas autrement aussi, finalement. Exactement. C'est ça qui s'est joué. Et il y a peut-être des fois, j'ai pas fait attention à des gens avec qui je travaillais et je m'en veux souvent. Et je me souviens de Gagnère, une fois, Pierre me disait toujours quand il va dans des lieux où il y a des cuisiniers ou une cuisine, il essaye toujours de dire bonjour à tout le monde, en fait. Parce que sinon on passe pour le mec bêcheur qui fait pas attention aux gens. Et il a raison. Je veux dire, on se doit à un moment donné, en tant que chef, faire attention à tout le monde. Après, c'est pas facile dans ce métier, ou en tout cas dans la manière dont il était conçu et vécu jusque-là, jusqu'à il y a quelques années encore, de faire un filtre à la pression qu'on reçoit soi-même quand on est chef propriétaire. Il y a plein de pressions qui s'accumulent. Et donc, c'est parfois pas facile de retenir son stress. Et la tentation de le vider sur quelqu'un, je la défends pas. Elle est condamnable. Il faut pas que ça arrive. Mais je peux la comprendre. Elle existe. Moi, je l'ai vécu. Ouais. Le moment où ça a été l'ouverture de Solstice, c'était extrêmement dur. L'ouverture de Solstice a été extrêmement dur. Qui va suivre Sémilla, ça, pour le coup. Donc, parce que Sémilla, ça va durer combien de temps? Sémilla, 2012, fin 2011 la construction, 2012 tout début 2012 l'ouverture, jusqu'à 2022 pour moi, 2020. Et Solstice va s'enchaîner. Alors après Sémilla, il y a eu Freddy's. Ouais. Freddy's, juste à côté. Une petite boutique, voilà, qui s'appelait Mimi la Sardine, qui était une boutique entre la sandwicherie de Cozy et Sémilla. Et Juan et a dit c'est trop bête, on peut pas laisser cet espace partir à quelqu'un d'autre. Comptoir tout en longueur. Et du coup, qui communiquait au fond on va avec faire Sémilla. une espèce de hub entre Sémilla. On était blindés à Sémilla, on avait du monde partout. C'était très désagréable pour les gens qui mangeaient avec des clients qui attendaient dans leur dos et tout ça. Du coup, on allait attendre à Freddy's au comptoir. Et voilà. Et dit, on va faire un comptoir, on va faire un hub où les gens vont attendre. Et c'est ce moment-là, moi, j'avais mes premières aventures au Japon où j'ai monté un restaurant qui s'appelait Pirouette, le premier restaurant à Toranomon. Et je suis revenu en disant, moi, je veux absolument qu'on ait un grill japonais. Je veux faire une izakaya française, izakaya parisienne. Je suis fasciné par les izakaya. Ouais. À l'époque, on n'en parle pas. Hein. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Il y en avait en France, mais on n'en parlait pas. Qu'est-ce qui me fascine dans une izakaya? La qualité de la nourriture, la convivialité et la rupture par rapport à l'axe du repas. On n'est pas entrée, plat, dessert. On fait ce qu'on veut. On commande ce qu'on veut. On mange tout seul. On parle à son voisin ou pas. On partage ou pas. Oui, puis il y a un lien aussi avec celui qui fait qui est très différent. Et il y a un lien avec la personne qui cuisine, qui est devant vous, en frontal, d'accord, qui vous regarde. Ça change quand même beaucoup de choses. L'izakaya, l'ambiance, j'adore. Vraiment, à Tokyo, je suis fan absolu. Et je dis à Juan, j'aimerais tellement qu'on monte une izakaya. On peut pas juste donner à boire aux gens. On va leur donner à manger. Toujours ce flegme anglo-saxon, vas-y, propose quelque chose. Là, je ramène un grill Binchotan du Japon, truc qui pèse 2 tonnes, avec le charbon qui va bien, Binchotan. Et j'avais appris entre-temps la technique au Japon, la façon de griller à la japonaise sur des aiguilles. Ouais. Parce que j'ai toujours cette curiosité, cette envie d'apprendre. Et on commence à griller des trucs au Binchotan. Et là, carton absolu, quoi. Ouais. Alors, le problème de Freddy, si je puis me permettre, que vous aviez peut-être pas vu venir, c'est que pour l'avoir vécu plusieurs fois, au final, on allait parfois chez Freddy's pour Freddy's. Alors au départ, c'était voilà, exactement. C'est ça que j'ai vu après. On était parti pour patienter, mais au final, parfois, on se disait juste, tiens, est-ce qu'on irait pas chez Freddy's tout simplement? Non, mais des trucs drôles. Par exemple, on dit ok, c'est un lieu de passage, on va faire un petit grignotage et puis à boire. Et non, ça s'installait. Et il y avait pas de siège. Et au bout de 2 semaines, les clients n'arrêtaient pas de se plaindre. Ils
disaient, mais c'est trop bon, mais nous, on peut pas manger debout, quoi. On part dardard avec Juan, ramener des sièges, Des tabourets hauts, non? des tabourets hauts Ouais. pour pouvoir coller au truc. Et là, les gens s'installent. On avait dit non, mais alors, pas de dessert. Les gens, ils sont juste là. On va les basculer soit sur Semilla, soit sur Fiche, la boissonnerie. Ils sont pas là pour avoir un dessert. Les gens nous disent, mais attends, c'est sympa. Moi, je viens avec ma copine ou pas, ou moi, j'adore les desserts. Je veux un dessert. Ce qui n'était pas prévu. Ouais. Et bing, je mets 3 desserts à la carte. Et la salle d'attente est devenue un restaurant à part entière. Et la salle d'attente est devenue un restaurant. On faisait pas de café, on n'a pas prévu d'emplacement pour la machine à café. Et du coup, le midi, les gens nous disaient, ah non, vous êtes sympa. Moi, j'adore venir manger là, mais il me faut un café parce que je veux pas aller prendre un café au coin de la rue. Ouais. Et donc, on allait chercher les cafés à Semilla. Il y a toujours pas de machine à café à Freddy's. Et c'est devenu un vrai lieu qui a existé. Et c'est ça qui est drôle quand on crée des entreprises, c'est qu'en fait, il y a toujours un moment donné où elles vous échappent. Un peu comme des enfants. Quand ça marche. Oui, quand ça marche. Oui, quand ça marche. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la belle histoire quand ça nous échappe en général. Oui, mais bon, c'était un peu le cas de Semilla. Hein. Semilla nous a un peu échappé aussi. Hein. On était parti à 24 €. Et puis en fait, aujourd'hui, enfin, on est monté très vite. On s'est calé sur un prix où on pouvait. On a trouvé un équilibre économique qui était un peu plus que 24 €, mais qui restait raisonnable. On a commencé à faire des plats partagés. À l'époque, il y en avait pas. Je faisais des demi-portions. Je faisais le même plat décliné en petit ou en grand. On a essayé des brunchs. On a essayé plein de trucs. Hein. Ça aussi, c'est ce côté anglo-saxon. On n'est pas fixé sur... Il n'y a pas de dogme. Ouais. Hein. L'important, c'est de trouver un modèle économique. Donc, et Freddy's, super modèle économique. Gros carton, mais gros carton. Et puis à un moment donné, j'ai dit mes associés, voilà, j'aimerais bien qu'on monte un gastro parce que c'était génial. On a un bar à manger, on a de la bistronomie top, il y a les sandwichs de Drew à Cozy. Ça serait chouette moi j'ai envie d'aller vers un étoilé. Ça me plairait quoi. Ça serait un peu l'aboutissement du parcours. Bon, ils ont pas suivi, c'était pas leur truc, c'est pas leur type de cuisine, c'est pas là qu'ils avaient envie d'aller. Voilà. Et du coup, vous êtes parti en solitaire. Et je suis parti en solitaire avec ma femme qui m'a rejoint, qui a fermé son restaurant à Séoul, puisqu'entre-temps, j'avais aussi un restaurant à Séoul avec elle, qui s'appelait Panis. Elle a vendu le restaurant à Séoul pour monter Solstice avec nous. Enfin, avec moi, en l'occurrence, tous les deux. Non, mais c'est très périlleux, non? Ah, c'était hyper fou. Je crois que je sais pas si je l'en ferai aujourd'hui. Surtout que, super timing, achat en 2018, 1 an de travaux. On ouvre juin 2019. On a l'étoile Michelin 6 mois après, joli tour de force, en janvier 2020, et on ferme en mars. Ouais. Comment on tient là? Vous êtes où? Vous êtes confinés? Vous regardez les choses passer? Vous vous dites comment on va faire? Alors nous, les rideaux, on n'a pas le droit d'aller plus loin que le Panthéon, juste faire le tour de la rue. Ouais. On sait pas en fait. Au départ, on sait pas du tout. Au départ. Et vous dites quoi? Ça va? Comment vous allez gérer? Du coup, ça va passer? On va rouvrir ou vous allez vous mouvoir pendant ce temps-là? Au départ, moi, je croyais que c'était un mois, quoi. Ouais, ça. Papa m'appelle un samedi soir, on me dit, écoute, passe pas tes commandes. On était complet pour la semaine suivante. Il me dit, écoute, passe pas tes commandes. On travaillait à fond, on venait d'avoir l'étoile. On travaillait mais à fond. Ouais. Il me dit, passe pas tes commandes, on va fermer. Je lui dis, non, tu rigoles. Il me dit, non, passe pas de commandes, on va fermer pour une durée indéterminée. Ouais. Moi, je pensais que c'était un mois. Je dis, ok, c'est un mois, quoi. J'ai dû garder des terrines dans la chambre froide. J'avais des macérations, des trucs. J'ai tout gardé. Ouais. En fait, non, ça a duré super longtemps. Et puis, j'étais quand même un peu... J'ai fait un burn-out en novembre-décembre 2019. Ouais. Ah ouais. Parce que vous aviez trop investi. Trop investi, trop de pression, pas bonne rencontre avec quelqu'un dans mon équipe de l'époque qui m'a détruit. Enfin, quelqu'un avec qui j'avais travaillé, en qui j'avais entièrement confiance et qui... Quand on devient patron, d'un coup, on nous passe dans l'autre camp, en fait. À Semilla Freddy, j'étais associé, mais il n'y avait pas réellement de patron. Ouais. Et là, du jour où on devient patron, malheureusement, dans l'esprit des Français, on passe dans le camp adverse. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, c'est des petites entreprises. Alors, je suis pas pour le paternalisme non plus, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, c'est de trouver un modèle économique où tout le monde puisse vivre. Je roule pas sur l'or. Solstice me permet pas de faire fortune, mais j'essaye de payer décemment les gens avec qui je travaille et qu'ils aient des bonnes conditions de travail. Et tout ça, ça nécessite un niveau de prix, et on s'en met pas plein les poches, quoi. Et ouais, on en parlait en off avant de démarrer cet épisode. On en parlait en off avant de démarrer. Les années où on bossait 60 heures par semaine,
Les débuts de Semilla, par exemple, on était des fous. On était vraiment des fous. Il y avait la passion, on était animés par la passion, mais c'était dévorant, quoi. Ouais. Le Covid a remis un peu les pendules à l'heure. Aujourd'hui, l'objectif, il est multiple. D'abord, se dire qu'un restaurant, c'est un commerce. Nous sommes des commerçants. Un commerçant qui ne gagne pas sa vie, il ferme. Voilà, il disparaît. Donc, première équation à résoudre, l'équation économique. Économique. Ouais. Première équation à résoudre. Deuxième équation, on travaille pas tout seul. On a des équipes, des employés, appelons les choses par leur nom. Ces gens-là vous suivent, mais ils ont leur propre logique, leur propre intérêt. On se doit de les respecter physiquement. Déjà, ça, pour moi, c'est la base. Et ensuite, leur donner une certaine forme de qualité de vie. Quand on a des gens équilibrés au travail, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable pour tout le monde. Oui, ça pousse tout le monde vers le haut et ça aide aussi l'adresse. Ça aide tout le monde. Ouais. Déjà, ça fait une société plus équilibrée avec des gens plus équilibrés. Donc, les payer décemment, respecter les horaires aussi. Donc, on a fermé solstice 3 jours. Dimanche, lundi, mardi et reviennent mercredi à 14h30. En tant que chef d'entreprise, j'ai un outil de travail qui travaille la moitié de son temps. Si je fonctionne d'un point de vue purement capitalistique. Ouais, bien sûr, ouais. En tant qu'humain, j'ai 3 jours pour faire autre chose. M'occuper de mes enfants, de ma femme, voyager, aller voir des vignerons, aller voir des fournisseurs, des gens qui travaillent sur le terrain et envisager autre chose. Voilà. Après, mais ça, c'est mon problème. C'est ma passion. Ça n'a pas à infuser sur les gens qui travaillent avec moi. Et de même que je vais pas investiguer ce qu'ils font de leurs 3 jours de congé. Ouais, en tout cas, ils ont 3 jours de liberté comme vous. Pour trouver leur équilibre. Mais il a fallu trouver un modèle économique. Et ça, c'est vraiment une équation compliquée à résoudre. Mais alors quoi, à part le prix du menu, je veux dire... je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas une carrière comme la mienne, si j'avais pas fait autant d'expérience, ça aurait été très, très, très compliqué. Ouais. Entrepreneurial, vous voulez dire dans la fibre entrepreneuriale, ouais. Absolument. Et puis, j'ai aussi une autre belle rencontre avec un client qui était un client et qui est devenu un ami et qui est aujourd'hui un partenaire avec qui on a des projets communs. Il s'appelle Guillaume et qui, lui, venait du monde des startups et qui m'a apporté ce côté, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un business, en fait. C'est quoi une entreprise? C'est quoi un business? C'est quoi la valeur ajoutée? Parce que en tant que cuisinier, on a beaucoup de mal à se caler sur notre propre valeur. Beaucoup de chefs se dévalorisent. Beaucoup de chefs ont du mal. Ils sont pas capables de voir justement ce qui valent et la force de leur proposition. Et la force de leur proposition, exactement. Et moi le premier. Et Semilla, quand on démarre à 24 €, c'était pas raisonnable. Oui. C'était pas raisonnable. C'est quand même marrant quand on y pense rétrospectivement parce que c'est complètement absurde ce prix. Ce prix est absurde. Par rapport à ce que vous proposiez, quoi. C'est vrai. Mais voilà. Et c'est typique de ça. Ah ouais. C'est typique de cette idée que un chef a beaucoup de mal avec la valeur ajoutée de son travail. Mais parce que la culture commerciale et entrepreneuriale est absolument pas développée alors que c'est le nerf du truc. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les écoles? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Mais ouais. En fait, dans les écoles, on fait de la théorie. On nous apprend des ratios, on nous apprend des trucs qui finalement sur le terrain servent pas à grand chose. Et puis on a honte de dire que c'est un commerce. Ouais. Moi, mes grands-parents, je vous disais tout à l'heure, au début, ils étaient commerçants, c'était des restaurateurs, mais c'est ok en fait. Descendants de Bougna. Ouais. Mais quand on dit aujourd'hui on est commerçant, c'est moche comme mot. Ouais, c'est vulgaire. Un peu honteux, quoi. Ouais. C'est vulgaire. C'est un peu honteux. Je suis commerçant. Mais non, nous sommes des commerçants. Ouais. Nous faisons du commerce. Oui, ça se termine par une addition en fait. Et ça se termine par une addition. Aussi sympathique soit le client, aussi sympathique soit le chef, il y a un acte qui est l'acte d'achat. Et cet acte d'achat, si on n'est pas à la hauteur, si le produit n'est pas à la hauteur, ça fonctionne pas. Donc, un équilibre commercial à trouver, c'est très important. Un équilibre humain à trouver, aujourd'hui, c'est une grande valeur. C'est d'avoir une nécessité même, maintenant. Ouais. Voilà. Et du coup, rétrospectivement, je me suis installé beaucoup trop jeune. À 22 ans, on n'a pas assez connaissances. On n'a pas assez tourné, on n'a pas assez baroudé. Je regrette pas le parcours, c'est pas le problème. Mais vos expériences jeunes, elles vous ont vachement exposé, en fait. Beaucoup. Et vous en avez pris plein la tête à ce moment-là, certainement aussi, quand même. Beaucoup.
beaucoup. Mmh. Mais c'est un métier, il faut être assez costaud physiquement Ouais. déjà. Hein. Et puis il y a ça aussi avec le temps. Il y a le physique. C'est un métier. Alors on fait pas partie des métiers dits à pénibilité, mais quand même, on pourrait. Hein, Ah on ouais. pourrait. Ah bah n'importe qui fait un service, peut Alors comprendre il y a ce le que service. ça. Et puis on mange beaucoup, on goûte beaucoup. Mmh. On est très tenté par ce qui est en cuisine. Ouais. Donc il faut s'entretenir, il faut faire du sport. Donc je parlais tout à l'heure de Guillaume Castellane, c'était donc ce client qui est devenu un ami. Et en fait, aujourd'hui, il représente un peu le coach. Et j'écoutais une émission il y a pas longtemps parce que je suis toujours je phosphore toujours, j'écoute et je lis beaucoup de choses sur cette idée que les patrons français ont beaucoup de mal à se faire coacher. Alors qu'en fait, À tous les niveaux d'ailleurs. c'est pas parce qu'on est en haut qu'on est le patron de la boîte qu'il faut pas se faire coacher. Et c'est justement parce qu'on est en haut, moi j'en parle souvent, parce qu'on vient me voir pour du média training, moi en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est en France quelque chose qui est pas assez répandu. Et moi je leur dis souvent, plus vous avez une responsabilité, plus vous devez justement d'accroître votre performance sur ces terrains-là. Donc plus on est en haut, plus il faut se former en fait. Et le coach, pour moi, c'est un miroir. C'est-à-dire, c'est la personne qui va vous renvoyer vos propres contradictions, vos propres points faibles, points forts, vos doutes. Qui va vous mettre face à vous-même en fait, comme vous le disiez vis-à-vis d'un concours. Exactement, exactement. Et je pense que cette rencontre a été très importante pour moi dans le développement de Solstice aujourd'hui et dans les développements futurs, de manager ça comme un business, comme une start-up. Ah ouais. Mais c'est adopter un logiciel, avoir un état d'esprit qui prend ça en compte. Avoir un état d'esprit, processer, se dire que chaque humain a de la valeur, que la valeur humaine, c'est ce qu'il y a de plus cher, que il y a des robots. Alors les gens disent oui, robotiser les cuisines. Mais attendez, aujourd'hui on a des fours incroyables. Ouais. On a il faut en profiter. des mixeurs, on a et c'est du confort pour les équipes. On a du Pacojet, on a du Thermomix. C'est quoi ça? Ce sont des robots. Ouais. Et c'est du confort en fait, de travail. C'est du confort et c'est surtout remettre dans l'humain sa vraie valeur. Je veux dire, on en parlait aussi off, faire passer une farce de poisson au tamis pendant des heures, est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Savoir le faire, c'est une chose. Si on a un robot qui fait ça à la place, on va gagner du temps humain. C'est ce qu'il y a de plus cher. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus cher. Le temps passé, le temps de l'artisan, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et ce qu'on vend à nos clients, c'est le temps de l'artisan. C'est ça qu'on vend. On vend l'expérience. Mais l'expérience, elle est le temps de l'artisan. Ouais, c'est le fruit de ça. Quand vous achetez un sac Birkin, vous achetez une marque, vous achetez le temps de l'artisan. C'est très cher, un sac Hermès. C'est très, très cher. C'est parfois, on pourrait imaginer presque indécent en termes de prix. Mais c'est 6 mois, 1 an de travail pour un artisan. Ça coûte combien un artisan? Un repas, c'est, 150, 200 euros chez nous. C'est quoi le temps qu'on a passé pour fabriquer ça? C'est ça le truc. Alors, pareil, on peut paraître indécent parfois, pour certaines personnes qui n'y ont pas accès, probablement. Et j'aimerais bien pouvoir cuisiner moins cher. Mais ce serait pas la même chose. Ce serait pas ces produits, ce serait pas ça. Il faut que je tire sur mon personnel, il faut que je tire sur les produits que j'utilise. C'est plus le même restaurant. Il faut que je mente. Oui, si vous voulez maintenir l'illusion, oui. Sinon, vous faites autre chose. Et là, on arrive à un moment clé dans l'histoire de la restauration. C'est la fin de la parenthèse enchantée pour les chefs propriétaires. Plus que jamais, il faut savoir compter. Plus que jamais. Plus que jamais, il faut être en ressources humaines très pointues. Parce que les gens que nous avons sont des gens qui ne veulent plus travailler comme avant, qui ont d'autres idées de la vie, tout simplement, d'autres conceptions. Et puis surtout qui ont pris qui ont aujourd'hui la capacité et la donne de dire non. Alors ils ont la donne de dire non. Et puis ils flairent bien les ficelles aussi. La passion du métier. Petit gars, t'es passionné ou t'es pas passionné par la cuisine. Tout ça, oui, on peut être passionné par la cuisine, mais on n'a pas envie d'y passer. Et c'est peut-être aussi le parcours que j'ai eu est assez, alors j'aime pas trop le terme, mais disruptif, n'est-ce pas? Mais en tout cas, très très dans les marges pour cette raison aussi. C'est-à-dire, moi j'adore la cuisine plus que jamais, mais je n'aime pas la restauration telle que je l'ai pratiquée à mes débuts. Voilà.
vous allez finir par être coach. Vous l'aviez pas encore ce truc-là. Vous allez voir qu'après cet épisode... J'ai coaché, non, j'ai coaché quelques personnes. Mais là, vous pouvez ouvrir une nouvelle activité si vous voulez, avec des restaurateurs qui vont sonner à votre porte. Ding dong, explique-moi. Voilà. Non, écoutez, je sais pas. Après, c'est toujours notre métier aussi, c'est de pas être, donneur de leçons. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Ah, mais vous cherchez. Donc, à un moment, à force de chercher, vous acquérez du savoir, vous expérimentez des choses. Donc J'ai trouvé des trucs. Je les partage. Comme les recettes. Les recettes, elles appartiennent à personne. Personne n'a rien inventé. C'est Pierre, c'est Gagnère, la première fois qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, moi, les recettes, elles appartiennent à personne. Je prends une recette, je l'amène quelque part, un peu plus loin. Et quelqu'un viendra un chef, prendra ma recette et l'emmènera encore un peu plus loin. Et ainsi de suite. Ça fait la force de la cuisine française. C'est que les livres sont ouverts. En cuisine chinoise, si vous voulez apprendre une recette, compliqué, hein. Parce que jamais personne vous donne une recette. Ouais. On la donne à son fils ou à son disciple. Les autres, miettes. Chacun cuisine dans son coin. Pourquoi la cuisine française s'est autant développée? Elle s'est développée par la transmission. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de jamais donneur de leçons. Ça, c'est tellement important. J'ai trop peur de ça, en fait. Je peux dire, je donne des trucs facilement. Je garde rien pour moi. Mais pas donner des leçons. Ouais, ça, c'est sûr. C'est dur d'être chef, hein. Ça, c'est compliqué. J'ai l'impression. Vous en sortez pas mal. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Il y a ainsi dans notre gastronomie des chefs qui, sans faire de bruit, creusent un sillon, installent une cuisine et bâtissent des écoles qui n'en ont pas le nom. Dans leur restaurant aujourd'hui, ils offrent aux clients leur vision. Chez Solstice, comme il le disait en introduction, une cuisine à la colonne française mais traversée par des vents d'Orient, comme un homard qui tutoie le kimchi ou un bœuf façon bulgogi, une empreinte coréenne souvent qui vient teinter l'héritage français donc. Mais Éric Trochon délivre aussi autre chose côté cuisine. De ses voyages comme de toutes ses expériences, au-delà de son savoir-faire, il impose un savoir-être. Et des expériences malheureuses qu'il a traversées, il a nourri l'envie de faire autrement. Alors merci chef d'avoir pris le temps de nous raconter ainsi votre parcours et de partager vos points de vue et un peu de la manière dont vous envisagez la vie de votre restaurant. Au solstice, le soleil est au plus loin de nous et l'ego ici semble jouer ainsi, car le chef est au plus près de ses équipes et de ses clients. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite, comme à chaque fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, à laisser une note à ce podcast. Pour l'instant, c'est le Graal pour chef 5 étoiles et je vais tout faire pour rester au sommet, donc n'hésitez pas. Mais plus sérieusement, c'est la meilleure manière pour moi de faire connaître mon travail et surtout celui de celles et ceux qui se succèdent depuis des années maintenant à mon micro. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours plus nombreux dans la famille à écouter ces face à face chaque lundi, mais aussi notre format Actu, Show, diffusé chaque mercredi, et Chef d'entreprise, le format dédié à l'entrepreneuriat, chaque vendredi. Je vous souhaite donc une très bonne semaine, j'espère que vous croiserez de belles tables. Je peux que vous encourager d'ailleurs à découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, la cuisine du chef Éric Trochon. Quant à moi, je vous retrouve ici et dès mercredi. Allez, salut!